Et il est parti en bateau, il revient en héros, il revient en héros et en bateau, évidemment. Il a grandi à Arcachon, il est installé à La Rochelle, où nous sommes aujourd'hui. Il vit ici avec sa compagne Claire, ses deux filles Mona et Héloïse. On salue toute la famille. On a sa maman qui est à la Teste de Bûche sur le bassin d'Arcachon, son papa dans les Landes, à Saint-Julien-en-Borne. Et puis il est donc un champion du Sud-Ouest. On ne pouvait pas laisser arriver tout seul Yannick Bestaven, c'était pas possible. On a donc monté cette opération. On est content de vous accueillir avec beaucoup de ses amis, avec Maître Coq évidemment, avec TV7, avec InProd. Nos amis de France Bleu nous rejoindront tout à l'heure. Évidemment, Yannick Bestaven sera avec nous tout à l'heure. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette chaîne spéciale Liaya. On va tenir près de 3 heures pour faire vivre cet événement colossal à La Rochelle. Dans les amis, j'en parlais tout à l'heure, on va les présenter rapidement, mais Yannick va ramener l'IMOCA Maître Coq ici. C'est un symbole, il revient d'où il est parti il y a plusieurs mois, il y a peu de temps, il y a 14 minutes, je crois, 10 minutes. Philippe Barou, si vous m'entendez, il a affalé ses voiles, le bateau. Oui, tout à fait. Le bateau est arrivé assez tôt. Il a appareillé ce matin à 6 heures à la marée haute des Sables d'Olonne pour être en début d'après-midi à La Rochelle. Et finalement, il est arrivé plus vite que prévu. C'est pas surprenant pour le vainqueur du 9e Vendée Globe. Bon, ils sont arrivés très très vite, mais ils ont eu très très froid à bord. Avec Yannick, il y avait Jean-Marie Doris, le directeur technique du projet du team Maître Coq. Il y avait aussi Stan, le boat captain, rôle fondamental, puisque c'est lui qui, de la tête aux mains à la quille, supervise tout le bon fonctionnement du bateau. Et après le retour, il a un petit peu de travail qui l'attend pour remettre tout ça à niveau. Et puis, troisième complice, Christophe Bouvet-Diboubou, qui lui s'est occupé de tous les entraînements, de toute la partie navigante avec Yannick. Voilà, donc nous sommes sur le plan d'eau. On attend de pouvoir rentrer sur le chenal et on attend le top départ des autorités. Yannick est à l'avant du bateau, il salue tout le monde. Est-ce qu'il y a Et du il monde, y en a, Philippe, il parce y qu'on en n'a a. pas encore le retour image, là, ça va pas tarder, du bateau Ouais, dans le chenal. Est-ce qu'il y a un peu de ouais. monde? Parce qu'on sait, et je le répète, la préfecture nous a demandé de le dire, donc on va jouer le rôle de la sécurité. Il est formellement déconseillé de venir sur l'événement. C'est pour ça qu'on a été relativement discret, que c'est plus le samedi, que c'est le vendredi. Et puis je suis désolé du message un petit peu menaçant, mais la préfecture rappelle que plus de 6 personnes regroupées, c'est un risque de PV. Voilà, c'est pas le moment le plus drôle, je viens de le dire, c'est fait. Je salue Anne Combier, une personnalité indispensable dans l'équipe de Yannick. On l'aura tout à l'heure. Un petit mot peut-être, Philippe. Vous nous disiez à l'instant que Yannick est à l'avant du bateau. Il a un micro. Est-ce qu'il peut nous dire un mot? Yannick, tu es en direct sur TV7. Je crois qu'on attend quelques commentaires de ta part. Donc, Stéphane Vacani qui anime l'émission me demandait s'il y a un petit peu de monde autour de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il y a un petit peu de monde, malgré le froid, les bateaux sont de sortie, et ça fait super plaisir de pouvoir partager, fêter ça avec les Rochelais, cette entrée dans le port. Alors Yannick est toujours très modeste quand même. Je rajoute un petit peu de monde, c'est 30 bateaux à peu près autour. Je les ai comptés. Donc effectivement, et alors on a tout, hein, tout ce qui se fait à La Rochelle. On a du semi-rigide petit, grand, du dériveur, du catamaran, du monocoque, de la vedette à moteur. Et évidemment, le bateau amiral qui ouvre la marche, Lima Antioche SNS 144, les sauveteurs en mer, à bord desquels se trouve Monsieur le maire Jean-François Fontaine et Stéphane Villa, le conseiller départemental, président, vice-président du conseil départemental, le partenaire privilégié de Yannick. Bon, Yannick, ça vous fait plaisir cet accueil? Oui, carrément, ouais, ça fait plaisir de revenir avec la victoire sur le Bien, on va retrouver Yannick avec l'image tout à l'heure, ça sera encore mieux. À l'image, en tout cas, on a un autre skipper qui connaît bien Yannick, c'est Roland Jourdain. Est-ce que vous nous entendez, Roland? Alors, moi, je vous vois, Roland, et je n'entends pas encore Roland, mais ça va arriver. Est-ce que vous m'entendez, Roland Jourdain? Je vous entends. Bonjour Roland. Je disais que vous connaissiez très bien Yannick et surtout très bien ce bateau. Vous lui avez vendu ce bateau qui n'était pas encore Maître Coq en 2019. D'ailleurs, je salue à nouveau Anne Combier qui nous expliquera tout à l'heure aussi pourquoi Yannick voulait ce bateau et la jeunesse du projet. Est-ce que quand vous avez vendu, Roland, le bateau à Yannick, vous avez dit « je suis en train de te vendre le bateau qui va gagner le Vendée Globe » ? Je suis un bon vendeur, mais j'aurais pas osé dire ça. Non, mais Yannick est arrivé avec des idées très claires, très précises. Yannick et Anne, ils font un duo de choc à ce niveau-là. Ils avaient l'objectif du Vendée 2020, donc il n'y avait plus de temps à perdre. Ils cherchaient un bon bateau qui soit prêt. On avait
effectivement beaucoup bichonné cet ex-Safran qui est devenu maître coq. Et c'était très rapide, très simple. Et ensuite, l'aventure a commencé. Voilà. Alors Quand on justement, veut essayer il y de a gagner. toujours un début aux aventures, Roland, et vous le savez bien, hein, je ne rappelle pas, parce que tout le monde l'a encore en tête, votre magnifique palmarès. Anne, on est ravis de vous avoir avec nous, mais déçus de ne pas vous avoir à La Rochelle. Vous êtes la directrice du team Bestaven, Anne Convier. Dites-nous pourquoi il voulait absolument ce bateau, Yannick. Bonjour Stéphane, bonjour à Bonjour. tous, bonjour tous les Rochelais. Je suis très déçue de ne pas être là pour des raisons compliquées, mais voilà. Mais je suis très contente que vous accueilliez Yannick à La Rochelle, c'est bien mérité. Et pour répondre à la question, Stéphane, ce bateau, d'abord, on savait que c'est un bateau sain, fiable, qui était dans les bonnes mains de Roland Jourdain, déjà. Et ensuite, c'était le bateau qu'il fallait pour Yannick, un bateau tout-terrain et qui nous permettait en tout cas d'espérer d'être sur le podium. Et en fait, Yannick, il a fait mieux que le job. Alors, il a fait le job, mais je voudrais revenir à Roland. Justement, je sais que Roland, il a fait du service après-vente. C'est même sous-estimer ce qu'il a fait avec ce bateau. Roland, vous êtes allé accompagner. Quel a été votre rôle avec Yannick? Le rôle était un rôle de passeur qui m'allait très bien parce que j'estimais beaucoup Yannick avant, encore plus maintenant évidemment, avec son statut actuel. Mais c'est quelqu'un dont j'ai suivi la carrière parce que si Yannick, et puis on l'a vu au départ du Vendée Globe, c'est d'autant plus chouette cette victoire, c'est qu'il était considéré comme un outsider et bim, il a battu tout le monde. C'est quelqu'un qui avait un parcours exemplaire. Dans ses victoires et dans sa progression dans des classes de bateaux plus petits. Donc là, c'était l'occasion de travailler ensemble. La proposition de Yannick, quand je dis qu'il était simple, mais il était pragmatique. Et moi, j'ai pas une grosse équipe. J'achète un bateau, tu le connais, ton équipe, on fait un truc ensemble. Et donc, ça a Mais été. concrètement, vous êtes modeste, je suis obligé de le dire pour vous, Roland, parce que vous êtes en train de nous dire qu'il a fait le boulot, mais concrètement, vous l'avez vraiment accompagné. Et j'en profite pour dire que votre société avait 3 skippers, 3 bateaux sur Vendée Globe. Ils sont tous les 3 arrivés. C'est quand même une superbe performance. Concrètement, vous avez fait quoi? Vous avez accompagné à ce qui. J'ai lu une interview, vous dites, je l'ai aidé à apprivoiser la bête. Oui, c'est ça. Et quand je dis je, c'est nous, parce que on n'est jamais seul dans un projet comme ça. Il y a 3 petits mois de parenthèse de solitude en mer, où tout le travail se fait en équipe et en amont. Et moi-même, vous parliez de Stan Delbar, le boat captain. Stan connaît le bateau sur le bout des doigts. C'est le genre de projet où tout ce que vous faites tout seul à bord, à un moment, il vous ramène au travail des autres. Donc c'est un peu cette orchestration en amont entre. On en reparlait hier soir, on était ensemble avec Yannick au Sable d'Olonne parce qu'il nous a fait le plaisir de venir accueillir Kojiro Shirashi, qui était notre 3e bébé, Je crois qu'il est venu notre aussi un 3e petit poulain. peu accueillir son copain Kali, hein, qu'on aura tout à l'heure. Et puis un peu, on a bu quelques coups avec Kali aussi, Je suis surpris. effectivement. Mais on a eu une photo sympa tous les 3 parce que Kojiro était venu sur Maître Coq. On a fait une session au Portugal l'année dernière. C'est-à-dire que le seul conseil, on en reparlait encore avec Yannick hier soir, que j'ai donné à Yannick, mais il est aussi bête que c'est euh, Le navigue, conseil, hein, pas navigue Yannick. Hein. Ouais, Yannick navigue sur le bateau, fais-toi au bateau, mais passe du temps, apprivoisez-vous l'un et l'autre. Il faut vivre la bête. Parce que quand on achète un bateau, ça peut être comme quand on achète une maison. Hein. On rentre à l'intérieur, on se dit, mais les anciens propriétaires, ils sont cons, ils ont mis des interrupteurs ici, ou bien ils ont mis la fenêtre là, je la changerai bien et tout. Et on commence par changer un tas de choses. Et puis, nous, non, on s'est dit, communément avec Yannick, voilà, on fait avec ce qu'on a. Ce bateau, il est super. Il y a des gens qui ont pensé avant, adapte-toi à ça, et puis après, tu modifieras les petites choses. Ce qui fait qu'en 2019, on a élagué pas mal de branches, on a beaucoup navigué, on a même fait un truc que j'ai trouvé hyper courageux de la part de Yannick, parce qu'on a fait la Transat Jacques Vabre ensemble. Ouais. Le scénario météo de la Transat Jacques Vabre était compliqué, parce que jusqu'au jour du départ, on ne savait pas si c'était une option ouest ou une option sud. Parfois, les routes météo restent aléatoires jusque tard. On a pris le risque de l'option ouest qui était un peu gonflée pour tenter la victoire. Mais on savait que les nouveaux bateaux, les bateaux à foil, allaient plus vite sur des mers faciles. Et l'option sud donnait des mers faciles aux portants. Et Yannick, on en a discuté ensemble et il a pris la décision de ce qu'on prenne l'option ouest,
qui n'était pas forcément aisé pour la victoire. Donc, c'était gonflé vis-à-vis de son sponsor de dire on risque de terminer peut-être un peu derrière, mais on allait affronter du mauvais temps et on cochait des cases de préparation du Vendée Globe. Parce qu'on est allé affronter deux fronts assez costauds, Alors, se faire dans une mer difficile. Et puis, voilà, ça rentrait des lignes sur la prépa Vendée. ça nous rappelle des choix qu'il a fait plus récemment, ce que vous nous racontez, Roland. Je voudrais qu'on retourne chercher un petit peu des renseignements avec Anne, car vous l'avez cité, Roland, vous dites beaucoup nous et pas je, et je sais que Yannick fait pareil. Anne, est-ce qu'on peut savoir, quand vous parlez de l'équipe, combien de personnes il y a, et puis comment ça fonctionne pour remporter ce Vendée Globe? Alors, on est une douzaine de personnes, sans compter Roland, qui est notre électron libre. Voilà, donc on a le boat capitaine avec Stan Delbar qui effectivement connaît le bateau de l'avant à l'arrière, de la tête de main à la quille par cœur. Puis après, il y a et à côté, à mes côtés, Jean-Marie Doris qui est directeur technique et sportif, qui est une des On le pièces recevra tout à l'heure. qui est une des pièces essentielles, oui, de l'équipe. Je ne vais pas tous les citer, c'est trop nombreux. Et puis aussi, on a notre coach Eric Blondeau que vous allez bientôt voir, Oui, on va l'accueillir aussi. qui apporte énormément à l'équipe et à Yannick à l'accompagnement. Donc on est une douzaine de personnes en permanence autour de nous. Ok, est-ce que ça, on peut le dater? C'est quoi le premier jour qu'on pourrait dire c'est le jour où tout a commencé pour ce Vendée Globe? Est-ce qu'on le fait remonter à 2008 ou est-ce qu'on donne une date plus récente? Alors, je ne vais pas parler à la place de Yannick, parce que je Mais pense pour que l'équipe 2008, et pour vous, Anne? oui, pour Yannick, c'est 2008 certainement. Pour nous, ça a commencé avec Yannick, on se connaît, on travaille ensemble tous les deux depuis 2013. Et après avoir fait 2 saisons de classe 40 et gagné la Jacques Vabre, Yannick voulait revenir sur le Vendée Globe et on a commencé par acheter un bateau, l'ancien Initiative Cœur, avec des bateaux à dérive. Et quand Maître Coq, que je remercie profondément de sa confiance, a décidé de soutenir Yannick, très vite, je me suis dit avec Yannick qu'il ne supporterait pas de continuer et de faire milieu de tableau. Donc, il fallait qu'on trouve le bateau idéal qui lui donne au moins une chance de figurer dans les 5 premiers, le podium du Vendée Globe. Et voilà, Alors, donc on a monté cette équipe-là. Alors justement, ce bateau idéal, on va en prendre des nouvelles. Est-ce que Philippe Barou est toujours avec nous? Est-ce que la caméra de amis de InProd et de TV7 est sur le bateau? Est-ce qu'on a toujours un contact visuel ou pas encore avec le bateau? On fait signe que non. Il s'approche tranquillement. Par rapport à cette stratégie, Roland, tout à l'heure, vous parliez de cette stratégie sur la Jacques Fabre. On dit qu'il a fait un choix culotté, le sanglier, comme certains le surnomment maintenant, notre ami Yannick. À quel moment il gagne après le Brésil, là, quand ça ne se passe pas très bien et qu'il fait une remontée? Est-ce que c'est là qu'il prend la carte majeure? Il gagne avant ça, je pense. Il gagne, il fait déjà un tellement beau coup dans le sud, dans l'océan Indien, quand il met le coup d'accélérateur et il quitte le groupe 2, entre guillemets, pour rejoindre Charlie Dalin et Thomas Ruyant, et il prend le lead après. Et je pense que, non seulement il prend un avantage physique, qu'il va perdre après au Brésil, mais psychologiquement, par rapport à la concurrence, il marque un point, parce que les mers du Sud, c'est pas les endroits où on régate le plus facilement. Et là, il est sorti de. On est un peu ramassé dans sa coquille dans le Sud. Et là, il fait une démonstration, donc il marque bien les autres. Ensuite, son passage du Cap Horn, etc. Et après le Brésil, là, il nous fait une démonstration de volonté énorme, parce qu'effectivement, il parle de ses soucis. Et on sait que les autres en ont, mais il n'en parle pas. Mais il aurait pu baisser les bras, il aurait pu. Sans doute que le petit empannage et la petite option nord, en laissant les Açores dans son est, fera la différence au final. Parce que le dernier bord qu'il fait, à plus de 800 km des Sables d'Olonne, il fait un dernier empannage qui l'amènera en route directe vers les Sables d'Olonne. Et là, c'est zéro perte de temps, c'est je tire sur le bateau, alors sanglier ou pas, on peut employer les expressions qu'on veut, mais il connaît sa machine, il sait que là, il peut, et les heures qui passent ne font que confirmer. Donc, c'est vrai que ce dernier tronçon-là, il marque le point final. Ouais.
Merci Roland Jourdain. Vous restez avec nous, je vais vous présenter quelqu'un qui est dans l'ombre aussi, encore plus que vous, que j'ai envie de dire, mais qui a aussi piloté ce bateau, on va dire pourquoi. Je voudrais quand même faire passer un petit message à Philippe Barou qui nous donne des nouvelles du bateau d'Ikipura. Et puis je vous annonce qu'on aura tout à l'heure, pour ceux qui supportent, et vous êtes nombreux, le Stade Rochelet, et on parlait d'équipe, on aura Romain Sazi qui a suivi cette course avec passion, et on sait, on l'a vu tout à l'heure dans le petit film de TV7, que Yannick est lui aussi un grand supporter du stade. Donc ce garçon qui a copiloté Maître Coq, c'est un Rochelet. C'est quelqu'un que je vous disais qui est discret. Son travail, c'est de fabriquer avec sa société Madintech, qui est basée là, ici à La Rochelle. D'ailleurs, bonjour Mathieu Robert, puisque c'est vous qu'il s'agit. On vous avait mis un prix il y a 2 ans de l'innovation en autisme. Et il se trouve que depuis ce prix, vous avez équipé quasiment tous les bateaux qui puissent gagner, en tout cas, ou être prétendants sur le Vendée Globe. On va revenir sur cette question. J'ai pris une référence, si je puis dire, c'est Voiles et Voiliers, qui disait il y a quelques jours que votre société avait barré 99% du Vendée Globe. Alors j'ai une question provocatrice un peu. C'est vous qui avez gagné ou c'est Yannick qui a gagné? C'est bien sûr Yannick qui a gagné. Caméra là-bas, voilà. Donc on fait les pilotes automatiques qui barrent effectivement donc la direction du bateau, donc 99% du temps, parce qu'il y a bien 1% quand même ils se font plaisir pour barrer. Mais ceux qui font le taf, voilà. Alors, je crois qu'il faut expliquer, Mathieu, parce que pour le commun des mortels que je suis, pilotage automatique, on pense aux avions, on imagine les commandants de bord installés confortablement et qui vont reprendre les manettes que quand il y aura une turbulence. Qu'est-ce qu'il en est sur un bateau de course comme celui de Yannick? Ouais, alors c'est proche d'un pilote d'avion, sauf qu'on ne fait pas la hauteur de vol, mais ça va venir, bien sûr. Les feuilles, ça va monter. Voilà, avec les feuilles qui volent haut. Nous, on s'occupe de la direction, donc du droit de gauche de la direction du bateau. Donc le marin choisit une direction par rapport au vent ou par rapport au cap, et le pilote s'arrange pour piloter en permanence. Voilà. Donc le skipper ne tient plus clairement la barre physiquement. Alors il a une télécommande pour donner des instructions, mais voilà, comme ça il peut dormir. C'est comme une des et voilà, et c'est ça qui est important. Je sais qu'à un moment, vous travaillez avec efficacité sur le système pour éviter les objets flottants non identifiés. Et on a vu, même quand ils sont identifiés, pour ce malheureux concurrent allemand quasiment à l'arrivée, que ça peut être un vrai souci. On en est aujourd'hui à détecter tout ce qui va se passer ou c'est compliqué quand même? Alors aujourd'hui, il y a 2 types d'objets. Il y a les OVNI, donc non identifiés, et il y a les objets identifiés. Donc sur le coup, les bateaux de pêche, comme pour l'accident de Boris, ou des bouées de balisage, ou la côte de la Guadeloupe. Je pensais à Alex Thompson il y a quelques temps sur l'arrivée de la route du Rhum. Donc ça, c'est des objets qu'on doit pouvoir éviter. Donc nous, on a mis un système pour éviter ces objets identifiés. Aujourd'hui, malheureusement, sur le coup, le Covid nous a empêché de l'avoir sur le Vendée Globe, mais je pense que c'est c'est un outil de sécurité qui devra se développer pour le prochain Vendée Globe et pour les prochaines courses. Et après, les objets non identifiés. Aujourd'hui, donc les animaux marins ou tout ce qui flotte, conteneurs. Aujourd'hui, c'est difficile, mais on y travaille et on va y arriver. Alors ça, c'est l'avenir, on va en reparler. Et je crois qu'on a Philippe Barou en connexion. Est-ce qu'on a toujours le bateau en connexion ou au moins des images du bateau qui arrivent, ou est-ce qu'on a des renseignements? On fait signe que pas pour l'instant, le bateau approche. Mathieu Robert, on va avoir quelqu'un qui a joué un rôle important aussi, normalement, avec nous. Elle le citait tout à l'heure. Anne, c'est Éric Blondeau, c'est le coach mental. On va faire la connexion avec Éric si ce n'est déjà fait. Anne, un petit mot justement sur le rôle d'un coach dans l'équipe et spécifiquement d'un coach mental. Qui a décidé de faire appel à ce garçon et pourquoi? Alors, moi, je connais pas mal ce genre de métier et je savais pour expérience avec les 2 Vendée Globe que j'ai fait avec Catherine Chabot en 96 et en 2000, que c'est des personnes capitales pour réussir, parce que c'est un travail énormément mental de faire le Vendée Globe, de faire de la compétition de toute façon. Et il a fallu du temps pour convaincre Yannick et puis trouver la bonne personne. Et grâce à Jean-Marie Doris, avec ses connexions dans le sport de haut niveau, on a rencontré Éric Blondeau qui est parfaitement intégré l'équipe, mais en quelques secondes, et qui a parfaitement aussi joué son rôle. Enfin, franchement, nous, on était vraiment... Ça a été pour nous une bouffée d'air frais et je pense que la victoire de Yannick, il la lui doit largement. Oui, Anne, excusez-moi, on avait Eric qui on essayait de joindre en même temps. Est-ce que c'est un peu novateur dans le monde de la voile et on a Eric qui est arrivé? Anne, est-ce que c'est quelque chose de novateur? Est-ce que vous innovez en faisant ça? Ou est-ce que même si tout le monde ne le dit pas, tous les skippers de renom ont maintenant des coachs?
Non, c'est pas novateur. Tout le monde ne le dit pas, effectivement, mais je ne connais pas les équipes à 100% pour savoir comment ils s'organisent. Mais il y en a pas mal aussi qui ont des préparateurs mentaux. Déjà, ça existait du temps de la première course de Florence Artaud qu'elle a gagnée à la Route du Rhum. Elle avait aussi un préparateur mental. Eh bien, on en a un avec nous et vous le connaissez bien, Anne. C'est Éric Blondeau. Éric, bonjour. Bonjour. Vous Merci voyez, d'être je- avec nous. Alors, vous êtes aussi en visio. C'est à croire que cette fameuse date qui a changé entre samedi et ce vendredi a perturbé les agendas de tout le monde et on le déplore pour Anne et pour tous les amis de Yannick que vous représentez ici. Je dois le signaler, mais vous êtes quelqu'un qui formait pas uniquement des skippers, on formait des gens comme les gens du GIGN ou les médiateurs importants dans les prises d'otages. C'est un métier quand même très particulier. Il est tellement particulier, Eric, que j'aimerais bien que ce soyez vous qui nous aidiez à le définir. C'est quoi exactement ce métier de coach mental? Oui, bonjour Stéphane, bonjour Roland, bonjour Anne et bonjour à tous les Rochelais. D'abord, ce n'est pas un métier de préparateur mental. Moi, mon métier, c'est de travailler sur la prise de décision dans des forts enjeux. Et donc, je travaille dans plusieurs domaines, l'entreprise, bien évidemment, le sport de haut niveau, et vous l'avez nommé, mais j'en parlerai pas, c'est travailler avec la cellule de négociation de forces spéciales en Europe et en Asie. Et mon approche, c'est de travailler sur des points communs tels que la décision, la performance et les forts enjeux. Qu'est-ce que c'est que les forts enjeux? Ce sont des moments où l'individu est soumis à du stress, un stress, mais pas simplement ce qu'on appelle la peur. C'est aussi l'importance de ses croyances, de ses besoins, de ses croyances, l'influence de son réseau. Et donc, je travaille sur un modèle où il y a des invariants qui sont des leviers qui influencent chacun des êtres vivants. C'est un modèle universel. L'idée, c'est de comprendre ce qui a fonctionné dans la tête de Yannick pour optimiser la performance qui est liée à son tempérament de grand champion et donc ses automatismes, ce qu'il a engrangé depuis des années comme une expérience, et surtout développer sa capacité à improviser. Alors justement, on a l'impression que dans cette préparation de course, il n'y a plus de place pour l'improvisation. J'aime beaucoup le mot que vous venez de prendre. Est-ce qu'on peut encore improviser à ce niveau-là? C'est simple, on improvise 100% du temps. Donc même si on a un pilote, le pilote automatique est extraordinaire, mais il a fallu le programmer, il a fallu s'adapter, il faut lui donner des instructions aussi. Et donc on est dans 100% d'improvisation. Et l'approche que Yannick m'a laissé travailler avec lui, c'est justement développer cette capacité à improviser et éviter l'emprise du mental. Et c'est ça qui est important parce que cette notion chez beaucoup de coachs mental, on va parler de lâcher prise, mais pour moi, ça ne compte jamais dans ces performances de très haut niveau et dans des négociations complexes, c'est qu'on est plutôt de lâcher l'emprise du mental pour pouvoir improviser. Et c'est là où l'intelligence prend la main sur la peur. Et mon domaine traite énormément la peur et l'intelligence et comment on va donner une part prépondérante à l'intelligence, c'est-à-dire la capacité à sniffer l'environnement, la capacité à trouver des opportunités en fonction de son expérience, de sa connaissance et de la puissance du bateau, pour qu'il ne se laisse pas dépasser par son mental, c'est-à-dire les illusions, la crainte, le doute, même l'image qu'il avait de lui à un moment donné. Donc, c'est d'éviter les pics vers le haut et des pics vers le bas. Alors justement, Eric, on a vu des pics vers le haut avec l'arrivée, c'est magnifique, mais il y a eu des pics vers le bas, on en a vécu et sûrement moins que vous, j'ai envie de dire, en direct avec lui. J'ai une question par rapport à ça. Quand il dit, en revenant dans les interviews et à Sud-Ouest en particulier, et je me rappelle d'une phrase, il dit « j'ai navigué la peur au ventre ». Est-ce que cette peur, le coach que vous êtes, vous le transformez en force et est-ce que ça devient une qualité? C'est très intéressant, c'est que la peur, elle est très saine. Et j'espère qu'en voiture, vous avez peur vous-même quand vous conduisez sous la pluie, avec vos gamins derrière. C'est-à-dire que cette peur-là, il faut la transformer en intelligence. C'est-à-dire que c'est cette capacité animale, en étant expérimenté comme il l'est, et c'est quelqu'un en plus de très intelligent, de très agile. C'est cette capacité à transformer cette peur en vigilance, discernement, adaptabilité, intelligence. Mais pour ça, il faut accueillir cette peur-là et l'aimer. Parce que cette peur, la mère qu'il a, il a fallu l'aimer comme un indicateur de performance et non pas la craindre. Et c'est l'humilité de Yannick là-dedans qui a été formidable dans le travail que l'on a fait, c'est d'avoir cette écoute de lui-même et de transformer cette peur en intelligence, en adaptabilité, discernement. Et c'est ce qui lui a permis de sortir de ces pics-là, parce qu'il y a eu des pics de grand plaisir, il y a eu des pics de grande torpeur, même, je peux dire.
Mais le travail qu'il m'a laissé faire avec lui, c'était un travail journalier, c'est de mettre un curseur pour rester avec le plus de vigilance possible. Alors Eric, maintenant que ça s'est très 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 bien terminé, vous pouvez nous dire la vérité, est-ce qu'il a vraiment voulu sauter à l'eau quand le bateau était à Pétole, dans Pétole, au large du Brésil? Le seul qui a la vérité, c'est lui. Je vous invite à lui poser la question tout à l'heure. On lui posera. Merci Eric. J'ai une question parce que tout à l'heure, et je remercie Mathieu Robert de rester avec nous, je le rappelle, c'est le concepteur ici depuis La Rochelle de ces magnifiques pilotes automatiques qui sont en train de marquer des points, qui ont donc aussi gagné le Vendée Globe cette année, on félicite. Il parlait de la période de sommeil. Eric, comment, avec le stress qu'il peut avoir, est-ce qu'il est en train de jouer en matière de victoire ou même quand il ne joue pas la victoire, comment vous aidez ce skipper comme les autres à pouvoir dire c'est bon, je coupe, je dors? Ça ne se passe pas aussi simple que ça. D'abord, On imagine. C'est un grand champion qui connaît le risque du sommeil et il l'a vécu lui aussi. Il vous le racontera certainement. En fait, le déficit de sommeil, il y a des analyses qui ont été faites depuis les 8 Vendée Globe d'avant sur les risques de casse et les risques de déficit de sommeil qui peuvent emporter en fait un navigateur. Malheureusement, Boris l'a subi. On croit que c'est ça, en tout cas, c'est ce qui va sortir. Mais d'autres personnes l'ont fait. Yannick aussi l'a eu. Et c'est pour ça qu'il a eu d'ailleurs dans la régate avant de s'entraîner, il a eu fréquemment, on met une alarme, 2 alarmes, 3 alarmes, parce que le déficit de sommeil va vous rattraper, particulièrement quand émotionnellement vous êtes emporté en disant ça y est, j'ai une victoire, ou ça y est, j'en suis sorti. Et il y a une baisse de vigilance qui fait que le corps va se mettre en système de défense. Et donc, Yannick a déjà ce talent extraordinaire, cette compétence en fait de traiter son sommeil, mais il faut un backup par des alarmes parce qu'il s'est lui-même laissé piéger. Heureusement, ça s'est bien terminé parce qu'il a oublié une alarme à un moment donné et il restera très humain. Il faut penser à 80 jours pendant lesquels le corps est soumis à une intensité, à une exigence, à une fatigue extrême et le corps a besoin de récupérer et ça fait partie des priorités. Le sommeil, comme se nourrir, se sustenter, boire, sont des priorités. À un moment donné, le corps va disjoncter et va dire maintenant c'est à moi de me servir et il va vous faire tomber si vous ne l'accueillez pas. Et cette compréhension-là du déficit de sommeil, on a lu à peu près tout ce qui a été fait avec Yannick. Je lui ai sorti des statistiques et en général, au bout du 60e jour, c'est là où il y avait un taux d'accident très important ou de perte de performance à cause du sommeil. Et lui, il l'a pris en compte, il l'a travaillé et c'est une chose qu'il maîtrisait déjà parfaitement en tant que grand marin. Est-ce qu'on a toujours Roland Jourdain? J'aimerais bien son regard justement sur cette évolution du coaching. Est-ce qu'il est encore là, Roland? Plus le chef d'entreprise qui nous parlait de vente de bateaux, mais le skipper fameux qui nous a fait rêver aussi avant Yannick. Vous êtes là, Roland? Oui, je suis là, ouais. Super. Je vous écoute Qu'est-ce que vous retenez de ces explications du coach? Alors, je ne vais pas vous faire passer ce que vous n'êtes pas, parce qu'on a le même âge, je pense, mais ça a quand même beaucoup évolué, non? Ça apporte énormément ce qu'on vient d'entendre. Oh ben, je bois les paroles de Eric, hein, et puis c'est vrai que la collaboration entre Yannick et Eric, moi j'ai vu Yannick changer dans l'année 2020 parce que il y avait sans doute un terreau favorable dont on parlait tout à l'heure. Il y avait une mise en confiance avec l'équipe et avec le bateau qu'il avait, donc il pouvait se dégager la tête et passer à un autre niveau de préparation. Et il a vraiment appuyé sur la bonne touche. Et tout ça, ça se passe dans des cadres d'arbitrage. Qu'est-ce qu'il me faut pour être le meilleur ou le moins mauvais sur mon Vendée? Et il me reste à travailler sur moi. Il a même arbitré dans ses investissements hein, pour ne pas acheter de voile neuve et de faire un autre type de préparation. J'insiste là-dessus parce que Roland, je crois que c'est important. Vous auriez fait ça, vous, à votre époque de skipper, de dire je vais mettre plus de préparation mentale et moins de voile? Alors, moi, j'ai travaillé avec des préparateurs mentaux. Il faut trouver chaussure à son pied. Ouais. Je pense que cette notion de la préparation mentale elle est effectivement, Anne le disait tout à l'heure, de plus en plus courante. Mais après, c'est pas non plus cocher la case préparateur mental pour dire ça y est, ça c'est fait. Toute la complicité que vous avez travaillé, Eric et Yannick, c'est le résultat qui compte. Et on a vraiment vu le résultat. Et je pense qu'effectivement, Eric, on n'a jamais travaillé ensemble, mais les paroles sont sensées et on ne peut pas reporter la même chose que dans d'autres sports. Chacun a ses réalités et chaque sportif a ses lacunes à combler. On ne va pas mettre
mental à un Jean Le Cam, ça va pas le faire. Ou il va préparer ça différemment. Donc il y a vraiment les réalités du terrain de chacun et comment chacun accueille effectivement cet inconnu de la course, comment il en fait une force. Alors justement, Roland, c'est tombe bien que vous ayez parlé des autres sportifs, parce qu'au-delà du fait qu'on est ravis de vous montrer des images effectivement d'une foule mesurée, on rassure la préfecture de Charente-Maritime, très mesurée, qui est sur le port, on a avec nous quelqu'un qui sait ce que c'est que le terrain de rugby, et les amateurs de rugby et du supporter du stade vont être ravis qu'on accueille tout de suite Romain Sazi. Bonjour Romain. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh ben, je vous en prie, Romain. On est ravis de vous avoir. On rappelle qu'il y a juste, et on en parlera à la fin de cette interview, un enjeu important en plus demain. Donc, on est ravis de vous voir donner du temps. Comment vous fonctionnez par rapport à cette préparation mentale, vous, en tant que rugbyman ? Bon, c'est surtout une préparation individuelle au bon vouloir des joueurs. Certains l'utilisent, d'autres n'en ont pas besoin, mais c'est vrai que ça a une part d'importance dans notre préparation. Alors, j'ai un scoop quand même, c'est que vous avez fait le Vendée Globe. Tout le monde ne le sait pas ici. On n'a pas moins parlé de vous que Yannick Bestaven, mais vous avez fait totalement le Vendée Globe. D'ailleurs, vous étiez plus sûr, puisque Jules Plisson, qu'on ne présente pas non plus, dont le coup de pied est magistral depuis quelques temps et qu'on salue aussi, était lui aussi sur ce Vendée Globe. Et puis, il y a le kiné du Stade Rochelet, Thierry Lévesque. Racontez-moi un peu cette histoire. Comment ça se fait qu'on vous a moins vu que Yannick Bestaven ? Tout simplement un petit défi de Jules Plisson, voilà, puis on s'est mis sur Virtual Regatta. Donc ah oui, c'est ça, c'était une course virtuelle, j'avais oublié de le préciser. Exactement, tout à fait, c'est plutôt virtuel. Ça s'est très bien passé, on va dire que c'était très simple. À un moment, je pense que j'étais juste derrière Yannick et finalement, j'ai pris un autre cap et j'aurais dû le suivre. Ça m'apprendra, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Est-ce que vous faites partie de ceux qui étaient assez fondus pour mettre le réveil la nuit pour faire les empannages et autres manœuvres ? Je vais l'avouer maintenant, ça va pas faire plaisir à Jules Plisson, mais oui, je me suis levé quelques fois la nuit pour regarder l'état et voilà. Mais faut dire que c'est prenant. La performance de Yannick, je sais que vous l'avez suivi, vous a envoyé un très beau message, même si on aurait préféré qu'il porte ses fruits contre le Racing jusqu'au bout, et on vous félicite quand même pour cette très belle performance à Paris, même si on aurait préféré la victoire. Il est passionné par le rugby et je sais que vous regardez avec beaucoup d'attention ce qu'il fait. Est-ce que le joueur de collectif que vous êtes apprécierait de partir 80 jours seul comme il l'a fait ? Non, honnêtement, je pense que la performance qu'il réalise 80 jours sur un bateau, faire des milliers de kilomètres, honnêtement, on n'en est pas du tout capable. Je pense que c'est pas la même préparation. C'est une performance exceptionnelle, surtout au vu du résultat. À la fin, il se tenait dans un mouchoir de poche à quelques heures. Fallait compter les compensations, tout ça, mais c'était vraiment exceptionnel. Et la performance, elle est majuscule. Et puis, voilà. C'est une fierté aussi que ce soit un Rochelais qui l'ait remporté. Et en plus de ça, il est supporter du Stade Rochelet, donc c'est encore plus plaisant. Alors, Romain, restez avec nous parce que vous êtes le premier invité à découvrir les images du bateau de Maître Coq qui est dans le chenal, qui arrive. Et on est en train de le découvrir avec vous. Donc, je le rappelle, est-ce qu'on a Philippe Barou en direct ? Est-ce qu'on l'a toujours au téléphone, Philippe ? On aurait pu commenter ça. Ou est-ce qu'on a le son de Yannick qui remonte vers nous ? En tout cas, on a les images. Donc je rassure les gens, c'est pas Maître Coq qu'on voit en ce moment, il va arriver, il est caché derrière la petite construction et sa pavoise. Je rappelle évidemment qu'on vous demande de ne pas vous précipiter sur le port, même si ça nous ferait tous plaisir que vous veniez applaudir Yannick, mais on vous fait vivre l'événement. On voit Yannick qui salue le public, on est en train de cadrer sur lui. Ça doit vous rappeler des souvenirs, Romain, je pense à une montée en top 14, c'était pas mal non plus ça à La Rochelle. Oui, la montée à top 14, on était arrivé sur 4 roues. Oui, mais il y avait cette volonté de partager. Je vais vous faire partager le direct de Philippe Barou. Philippe. Oui, Stéphane. Alors là, on arrive au summum du moment. On vient de doubler la banderole. Merci Yannick. Les services sont affichés à l'entrée du bassin des Chalutiers. Et le bateau se présente pile dans l'axe de l'écluse qu'il va franchir dans 5, 4, 3, 2, 1, top, ça y est, il arrive, il est sous le pont Levant et dans 30 secondes, il sera dans le bassin qu'il avait quitté il y a exactement 123 jours. Une foule incroyable. Faut pas trop le dire ça, Philippe, faut pas trop le dire. Ouais, c'est pas grave, on le dit quand même.
Est-ce que vous imaginez, Romain, et puis je vais poser la même question à Éric Blondeau, je rappelle, qui a fait un gros travail de coach mental. Est-ce que vous imaginez d'abord Romain et ensuite Éric, à quoi il peut penser à l'instant même où il rentre, la boucle est bouclée, il a gagné, il rentre, il ramène son bateau au port. Vous pensez il y a quoi, vous, quand vous êtes sur le bus, là, quand vous êtes rentré à La Rochelle? Est-ce que c'est comparable à votre avis, Romain? Bon, tout simplement, je pense déjà un sentiment de fierté, une mission accomplie et voilà, il a rendu beaucoup de gens heureux sur cette course. Voilà, je pense que ça va être un moment fort pour lui et qui restera gravé pendant très longtemps. Et avec cette grosse performance, honnêtement, c'est fabuleux. Alors, on entend les coups de canon. Alors, on les entend à la fois depuis Lancan, où nous sommes, et on remercie Lancan de nous recevoir. On a une magnifique vue d'ailleurs qu'on partage. Alors, effectivement, je dois dire que Philippe Barou a raison. Il y a un peu de monde sur le port quand même. Je pense que c'est passé. Éric Blondeau, je sais que vous n'êtes pas Madame Irma, excusez-moi de vous provoquer, mais il va penser à quoi à l'instant même où il passe cette écluse? Il a pensé à quoi, Yannick? Je pense que déjà, il a commencé ce projet dans sa tête, dans le hangar où il y avait le bateau. Il l'a accompagné. Il est en train de fermer aujourd'hui sa boucle. Et ça doit être une satisfaction parce que ça a commencé à La Rochelle, ça se termine à La Rochelle. Et puis, il va devoir réfléchir à l'après. Il doit être extrêmement, comme c'est quelqu'un de très généreux, il doit être ravi de tout ce qu'il a créé comme mouvement. Il était même surpris de voir qu'il avait autant de visibilité quand il est revenu à terre. Il n'imaginait pas du tout qu'il avait créé autant d'images en plein Covid. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il rend à tout le monde en disant j'étais fier de ramener effectivement ces images de bonheur. À quoi il pense ça c'est du mind guessing, comme on dit, de deviner la pensée, j'en sais rien. Moi, c'est pas mon job. Moi, c'est de travailler avec sa pensée. Et je pense qu'il doit dire à quel endroit je vais laisser les clés du bateau pour pas qu'on me le pique, à mon avis. Il doit penser à ça en ce moment. Et puis à savourer surtout, parce que c'est quelqu'un qui est un épicurien. Et là, il se remplit. On n'a pas commencé le travail de débrief encore. Je tiens à rajouter que le travail qui était le mien n'était possible que parce qu'il y avait une équipe formidable, et c'est vrai que ça a été mentionné tout à l'heure par Roland et Anne, et que s'il n'y a pas des experts à tous les niveaux sur le bateau, en technique, de l'autre côté, ce travail, Yannick n'aurait pas pu l'accomplir. Et il en est très lucide, et je suis sûr qu'il pense à chacun qui l'a accompagné dans cette affaire. Donc là, il doit penser à se garer. C'est ce qu'il fait, je vous le confirme. On l'a sous les yeux, on le voit 2 fois à la caméra et depuis notre petit belvédère. Il salue d'ailleurs les gens qui sont sur le port. Je pense qu'il y a une grande émotion. En tout cas, nous, on la partage. On est ravis. C'est un moment qu'on attendait tous. Je voudrais juste un petit mot justement par rapport à ça. Romain, si vous êtes toujours avec nous, on va vous laisser après tranquille. Vous avez demain un match important. Vous allez aller jouer contre quelqu'un qui est votre ancien entraîneur. On vous souhaite le meilleur. J'ai envie de vous dire, on souhaite que la Caravelle ait autant de succès que Maître Coq aujourd'hui. Et on vous remercie encore beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci pour le soutien. Merci, à très vite. On va revenir ensemble, Mathieu. On a le bateau, vous avez la chance d'être avec nous, peut-être pas la chance, mais en tout cas de bien le voir. On est sur un bateau qui, à votre avis, est dans quel état techniquement aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a besoin de l'ausculter avant de répondre, ou est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'a enduré ce bateau? D'après ce que je sais, parce qu'il y a beaucoup de boulot, il va rester pas mal de temps en chantier pour naviguer, je pense à partir de mai ou juin, d'après ce que j'ai compris, pour de nouvelles aventures. Ouais. Voilà, il y a pas mal de boulot à faire sur le bateau techniquement. Voilà. Mais en électronique, par contre, on est trop parfait. Aucun problème avec le pilotage automatique, j'ai bien compris. Est-ce qu'on a toujours Anne avec nous, ou est-ce qu'elle a dû nous quitter pour ses obligations professionnelles qu'elle nous avait dit au départ? Anne Combier, est-ce qu'elle est encore avec nous? Oui, je suis là, mon cher. Alors Anne, on est ravis de te montrer ces images parce que tu es à Paris, je le rappelle, et je m'imagine que tu es au bord des larmes. Qu'est-ce que tu ressens, Anne? C'est plus fort que l'arrivée encore, ce retour à La Rochelle? Écoute, ça fait bizarre d'être là et pas être avec Yannick et toute l'équipe, mais j'avais pas le choix. Mais merci pour ces images là, magnifiques, parce que je me sens un peu avec vous. Et voilà, mais c'est vrai que c'est très émouvant, très émouvant. Est-ce que Yannick, il avait envie et en même temps il redoutait ce retour du bateau à La Rochelle, parce que là il vient de faire un surf médiatique incroyable. D'ailleurs on a découvert, ou pour ceux qui le connaissent comme nous, on a pu avoir la confirmation que c'est un sacré challenger pour les journalistes et même pour les animations d'émissions, on va dire, plus ludiques. Est-ce que c'est quelque chose qu'il attendait avec impatience, ce retour à La Rochelle, ou est-ce qu'il redoute en même temps? Parce que demain, et je le rappelle, il y a des affiches partout. L'agence IMAP, ça fait un coup avec vous, Anne, pour que les affiches soient partout dans les abribus. C'est une personnalité qui est sortie un peu de l'ombre et qui est totalement dans la lumière. Comment il va le vivre, à votre avis, Anne?
Je suis pas trop inquiète par Yannick, c'est quelqu'un d'assez nature, il va pas changer. D'abord, il est très bien entouré. Et puis je lui rappellerai que il est comme tout le monde, hein, donc ça j'ai l'habitude. Mais non, il ne changera pas. Et je suis très contente et je remercie encore la mairie de La Rochelle de nous avoir offert cet affichage sur 150 abribus, une magnifique photo du bateau et d'Yannick. Voilà, donc c'est vraiment génial. Je suis contente pour Yannick. Et il ne redoutait pas cette arrivée et je pense qu'il l'attendait avec impatience. On l'a fait 24 heures plus tôt grâce à monsieur le préfet. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Est-ce qu'on peut déjà parler de la suite, puisqu'il en parlait, Mathieu, ce bateau et le team, vous allez faire quoi? Il va renaviguer le bateau, il est comme certains, on a fait un papier, Patrick Favier, que je salue, notre spécialiste voile et course au large de Sud-Ouest, mettait qu'il y avait au moins 3 bateaux déjà du Vendée Globe qui sont à vendre. Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que c'est trop tôt, Anne? C'est un petit peu tôt, pour l'instant on est en train d'atterrir, mais c'est clair que Yannick a annoncé qu'il voulait tenter de gagner le Vendée Globe une deuxième fois d'affilée, ce qui n'a pas été fait, puisque Michel Desjoyaux a gagné 2 fois le Vendée Globe, mais pas 2 fois consécutives. Mais c'est évident que pour ce challenge-là, on sera bien obligé de réfléchir à un bateau dernière génération, parce que ce bateau a joué son rôle de bateau tout-terrain, super fiable, mais je pense qu'on va commencer à regarder l'avenir avec un autre support, probablement. Alors, on a une question, Anne. J'ai l'impression qu'il ne veut pas descendre du bateau quand on le regarde là, tous les trois avec Mathieu. Il reste sur son IMOCA et sur Maître Coq. Yannick, là, il est en train d'hésiter ou alors c'est qu'il est en train d'échanger. Je vois qu'il est avec Jean-François Fontaine. Lui aussi, ça doit lui rappeler des souvenirs, Jean-François Fontaine, ce bateau victorieux qui rentre à La Rochelle dans sa vie de sportif avant qu'il épouse la politique. Qu'est-ce que vous avez, à votre avis, comme conseil maintenant à donner à Yannick, Anne, par rapport à ce qui l'attend à La Rochelle? Il faut qu'il parte vite en vacances, je crois que c'est ce qui est prévu, hein. Il ne va pas rester ici pour l'instant. Il faut qu'il se mette un peu au vert. Alors là, pour l'instant, il répond à sollicitations des journalistes qui sont sur le ponton, ce qu'on appelle une forêt de micro tendu, là. Ouais, micro tendu. Ouais. Micro tendu, et puis Jean-François Fontaine et Stéphane Villain de la Charente-Maritime qui sont présents aussi, et tous les élus locaux qui le remercient parce que mettre La Rochelle dans la lumière, on ne gagne pas le Vendée Globe tous les 4 matins, donc franchement c'est magnifique pour la ville de La Rochelle. Et ensuite il va faire une petite interview, là, comme vous le savez. Il arrive chez nous, on l'attend, c'est pour ça que je fais patienter, on est ravis de le faire avec vous, avec des gens de qualité, avec Mathieu et vous, et puis on va voir Yves Parlier normalement qui nous rejoint. On va l'avoir dans très peu de temps sur ce plateau, donc je le dis à tous ceux qui nous suivent, et vous êtes très très nombreux, on vous remercie. Faites-le savoir, dites-leur plutôt de nous rejoindre sur les Facebook qui sont en route plutôt que sur le port, surtout si vous êtes évidemment loin, c'est pas la peine de venir. Et je reviens à la question. Ah, ben voilà, Yves Parlier, à tout de suite. Yves, une dernière question, Anne, juste, c'est pas une question privée. Il s'en va un peu en vacances se reposer quand même, il le mérite, notre ami Yannick. Oui, il va partir, c'est les vacances scolaires, donc il va partir avec ses filles une semaine, voilà, donc je vous dis pas où parce que c'est sa vie privée, mais il va prendre l'air et profiter un peu de sa famille. Eh ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On va l'attendre, nous, dans quelques minutes. Merci, Anne. Vous restez le temps que vous voulez. Vous êtes chez vous sur cette rencontre avec nous et on adore ce moment. Franchement, on est ravis de le partager avec vous. Je vais appeler Yves Parlier à nous rejoindre. Yves, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Yves? Alors, je le rappelle, hein, vous êtes sur le bassin d'Arcachon. On est désolé pour vous. Nous, c'est beaucoup mieux. On est à La Rochelle. Alors, je plaisante. Il sait pourquoi, Yves. On est quelques-uns à bien connaître le bassin et à aimer La Rochelle en même temps. Merci d'être avec nous, Yves. Je sais aussi que vous auriez fait partie avec plaisir des gens qui seraient venus accueillir ici notre ami Yannick, mais le boulot reste le boulot. Vous avez connu le jeune Bestaven. Alors, je ne dis pas que c'est le vieux Bestaven qui arrive aujourd'hui. Il m'en voudrait, Yannick, il va arriver dans peu de temps sur le plateau. Comment il était, ce garçon, quand vous l'avez rencontré? Il était déjà aussi passionné de voile qu'on le connaît aujourd'hui? Absolument. Yannick a toujours été, à partir du moment où je l'ai connu, très passionné, très curieux, très intéressé par tous les aspects du bateau, que ce soit la technique, que ce soit la météo, que ce soit la navigation, les manœuvres, toujours prêt à bondir pour intervenir et à embarquer à bord de mes bateaux à l'époque. Alors, juste un petit clin d'œil à votre activité parce qu'il y a une magnifique photo derrière vous. Je rappelle que vous avez une magnifique société qui nous tourne vers l'avenir et qui nous fait rêver en matière de protection de l'environnement puisque vous avez des solutions pour tracter des cargos et des bateaux plus petits que ça. D'ailleurs, on parle même des IMOCA avec des ailes. Enfin, je dis des ailes, c'est pas le bon terme. Vous allez le préciser tout de suite, Yves. Si, c'est des ailes de kite pour effectivement tracter les bateaux. Donc, un bateau du Vendée Globe, il y avait 12 bateaux qui avaient embarqué une aile de secours en cas de dématage. Et ça sert aussi pour tous les plaisanciers qui ont des bateaux à moteur s'ils tombent en panne d'essence.
Mais ça sert aussi pour les IMOCA. Vous avez quelques bons skippers qui maintenant s'équipent de cette aile au cas où ils cassent le mât. Sans vous rappeler de mauvais souvenirs, ça peut arriver. Exactement, oui. Il y avait 12 concurrents du Vendée Globe qui avaient le Liberty Kite à bord de leur bateau. Yves, on est en train de vivre un moment fantastique et historique à La Rochelle, un Rochelais qui ramène un bateau victorieux du Vendée Globe, qui va, et on vient de l'apprendre, on le confirme, et certainement repartir pour tenter de faire un doublé. C'est évidemment le plus beau vœu qu'on puisse exprimer pour lui. Qu'est-ce qu'on ressent, vous qui avez vécu ça aussi, Yves, quand on rentre comme ça, qu'on revient et qu'on a gagné? Est-ce que c'est le moment où on réalise, ou est-ce que ça va être encore un peu plus loin dans le temps pour Yannick, là, pour qu'il se rende compte de ce qu'il est en train de vivre? Non, je crois qu'on réalise vraiment parce que, et malheureusement, effectivement, avec le Covid, il n'y a pas tout le monde n'a pas pu venir. Il y aurait eu, je pense, une ville de La Rochelle complètement pleine s'il n'y avait pas eu le Covid. On se rend compte effectivement que tous les gens suivent votre course et c'est un grand moment de partage, de sentir tout ce public qui vient et on se remémore tous les moments difficiles de la course et on se dit que tout ça valait vraiment la peine. En plus, pour Yannick, de gagner, c'est formidable. Yves, par rapport justement à cette victoire, on peut se le dire maintenant que tout s'est bien terminé, mais quand on se parlait pendant la course, à un moment, vous aviez fait un pari et vous n'avez pas parié sur le vainqueur avec le nom de Bestaven. Vous l'aviez mis 5e. Alors on est ravis. Oui, mais c'était au tout départ de la course. Hein. Ah ouais, c'est facile. Oui, c'est vrai que le lendemain, on m'a dit, tu vas voir, c'est lui qui gagne. Donc, non, plus sérieusement, on en parlait tout à l'heure avec Roland Jourdain. Hein, vous n'êtes pas encore salués tous les deux, mais évidemment, vous vous connaissez très bien. À quel moment, à votre avis, il fait la différence? À quel moment ça bascule pour la victoire sur ce Vendée Globe? Clairement, on le voit au milieu de l'océan Indien. À ce moment-là, Yannick est 3e, je crois, derrière Thomas et Charlie Dalin. Et, Mathieu Robert confirme. Hein. Et on voit que Yannick, il a vraiment un potentiel énorme. Charlie a des petits soucis et puis les dépressions s'enchaînent. Et à chaque fois, Yannick est un peu plus devant. Et sur la fin du Pacifique, là, il fait vraiment un trou avec Charlie qui le collait dans les suites d'empannage et il trouve vraiment, on a l'impression, le bon chemin pour passer entre les anticyclones et la zone des glaces avec tout le temps des vents portants et c'était pas facile du tout. Et derrière le Cap Horn, ça s'est accentué. Et puis, tout a fondu au large du Brésil. Alors ça a dû être extrêmement difficile pour lui. Il a perdu 450 000 et pire que ça, il s'est retrouvé 6e. Je vous interromps, Yves, et on va donner la place au direct. Revenir. Alors, je vais vous interrompre, mais en fait, on a perdu, on avait une image. Yves, je vous interrompais parce que Yannick est bien arrivé à terre. Il est en train de venir nous rejoindre sur ce plateau. On va l'avoir franchement dans quelques minutes. On va vous garder évidemment, Yves Parlier, parce que votre analyse était pertinente. Je pensais juste que notre caméra, ça y est, on l'a retrouvé, la caméra de InProd pour TV7. Donc Yannick est en train de passer... Pour les Rochelais, évidemment, ça leur parle. Il est sur l'esplanade, il est au coin de l'aquarium. Il est en train de rejoindre l'espace Encan où on l'attend pour cette interview. On sera rejoint d'ailleurs, et je les salue, je sais qu'ils sont aussi sur un direct, nos amis de France Bleu qui font leur job en ce moment. Est-ce que, quand on parle de classement, Mathieu Robert, et de ce qu'expliquait Yves Parlier, est-ce que vous étiez en contact régulièrement avec le bateau ou c'est l'équipe technique qui était avec vous? On préfère passer pas en direct, donc, justement pour les problèmes de confiance et de dialogue entre les... Voilà, ils ont besoin d'avoir confiance et donc d'avoir toujours les mêmes intermédiaires. Donc voilà, et donc c'est pareil avec tous les teams, parce que sur le coup, je ne l'ai pas dit, mais nous, on équipait aussi Apivia avec Charlie et Thomas Ruyant, donc on avait des bateaux en tête tout le temps. Donc, oui, en fait, vous étiez tellement bien équipé les bateaux que vous auriez pu gagner avec plusieurs bateaux. Yves Parlier, est-ce que vous m'entendez encore, Yves?
J'avais une question, on va remonter un peu le temps. Là, on parle beaucoup de Yannick Bestaven. Je voudrais saluer la performance hier de notre ami Arnaud Boissière. Quand je dis notre ami, c'est qu'elle est aussi du bassin d'Arcachon, comme vous. Et je crois que vous avez bien connu les deux ensemble. Ils avaient presque même un surnom pour une Mini 650. Vous nous rappelez cette histoire, Yves Parlier? Ils avaient construit leur bateau, Satanas et Diabolo. Ils étaient magnifiques. Il y en avait un couleur or et un autre couleur argent. Mais ils n'avaient pas de sponsor et les bateaux étaient fin prêts, magnifiques, sur le ponton au port d'Arcachon au mois de juillet et ils me disent on ne peut pas prendre le départ parce que on n'a plus de sous, on a des dettes partout. Je leur ai dit non mais ça c'est pas grave, les dettes quand vous serez en mer, les carnets de chèques ça sert à rien. Il faut absolument que vous soyez au départ et je les ai aidés pour trouver un peu d'argent et puis faire patienter les fournisseurs qui ont été entièrement payés par eux à la revente des bateaux après la course. Et alors, les deux fous de la voile, puisqu'ils avaient pris ces noms, c'est pas nous qui les avons baptisés comme ça, Diabolo, c'était effectivement, vous le rappelez, Yves Parlier, c'était Yannick Bestaven et Arnaud Boissière, dit Cali. On salue Cali, très grosse performance, il est arrivé hier, 15e, 4e globe bouclé. Je ne sais pas si c'est un skipper que vous équipiez, Mathieu, ou pas ce bateau-là. C'est un des rares que vous n'avez pas équipé cette année. En tout cas, c'est extraordinaire pour un marin de faire 4 Vendée Globe. Et je pense qu'il va repartir, évidemment. On a beaucoup de monde qui arrive dans le studio. Yves Parlier, on va vous garder avec nous. En tout cas, on a Philippe Barou qui va me rejoindre si on lui trouve un micro. Il va enlever son masque et puis il va nous dire où on est notre ami Yannick, qui, à mon avis, se fait un peu agripper dans les escaliers parce que notre reporter Philippe Barou est déjà sur le plateau. Je vais vous prendre le micro, Mathieu. C'est pas très Covid, mais on va y arriver. Salut Philippe. Alors Philippe Barou, Salut il a payé Stéphane. de sa personne. Il est complètement frigorifié ou presque. J'ai pas eu le temps d'enlever ma veste. Très bien. On vient juste d'arriver. Alors, je ne sais pas si la caméra est sur Philippe. Autrement, on va faire un petit réglage. Restez avec moi, Philippe. On s'est vu ce matin. On n'est pas obligé effectivement de rester à distance qu'on a. En plus, on a fait les Puis on tests a Covid. été- on est bien, hein, Tests Covid, impeccable, faut le dire. négatif. On nous a imposé, c'est normal, pour l'arrivée de Yannick, les tests Covid. Cette ambiance, Philippe, à l'extérieur, extraordinaire. Fabuleuse, fabuleuse. Des bignous, des sifflets, des cornes de brume, il y en avait partout. Partout, partout. Et Yannick, magistral, sur la voile d'avant, tranquillou, il rentre à la maison après 123 jours C'est superbe. d'absence. Est-ce qu'on a déjà vécu ça, Philippe? Vous êtes quelqu'un qui suit énormément l'actualité nautique, c'est votre spécialité ici à La Rochelle. Est-ce que vous avez des souvenirs du même acabit récemment ou pas? Alors vous me posez la question, Stéphane, c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Yannick justement. Alors on se disait, en remontant loin dans le temps, 1973, l'arrivée de Damien, Gérard Janichon. Alors là, c'est très 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 loin. Et il y avait une très très belle flottille. Alors effectivement, en remontant le temps un petit peu aussi, on a les années 80 avec les Charentes-Maritimes, Pierre Folenfant, Jean-François Fontaine, qu'on aura tout à l'heure sur le plateau. Ouais. Et puis évidemment les arrivées d'Isabelle Autissier, Oui. de Dominique Vavre, de Marc Tiercelin, tous ceux qui ont marqué La Rochelle et l'histoire du Vendée Globe. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense tous que c'est une page historique? Est-ce qu'on est en train de donner un nouveau départ à l'image de la voile à La Rochelle? Est-ce qu'on est en train de donner un coup de projecteur incroyable sur cette activité? Ah bah c'est historique. C'est le plus vieux skipper qui remporte cette course. Un de ses équipiers du team me disait que c'était la moyenne d'âge la plus élevée des équipes qui ont préparé le Vendée Globe. Et au-delà de la plaisanterie, oui, effectivement, c'est peut-être le moment un peu décisif pour relancer l'idée d'un pôle course au large à La Rochelle. Eh bien ça, on va en parler tout à l'heure. Yves Parlier, j'avais encore une question moi sur notre ami Yannick Bestaven. On a beaucoup parlé, on en parlait encore avec Mathieu Robert, que je remercie de faire cette émission avec nous, de sa stratégie, de sa passion pour la météo. Est-ce qu'il était déjà un jeune skipper attentif justement à la météo? Je sais que vous avez évidemment tous les deux la même formation d'ingénieur. Est-ce qu'il a su tirer profit de tout ça? Absolument. Je peux même vous dire que j'ai pas eu beaucoup de routeurs dans ma vie et puisque je me routais moi-même, mais quand j'ai traversé l'Atlantique dans la Transat anglaise sur Médiatis, région Aquitaine, c'était Yannick Bestaven, mon routeur. Rappelez-nous l'année parce que ça fait quelques années quand même. Hein. Il était jeune. Hein. Oui, c'est 2008, non? En 2005.
2005, pardon. Je vais revenir avec vous, Mathieu Robert. Qu'est-ce qu'on peut attendre 2004, pardon. Est-ce qu'on peut commencer à évaluer ce que sera l'évolution de ces bateaux, justement, puisque vous êtes en train de travailler sur des nouveaux pilotes automatiques et qu'on sait que ces bateaux, on en parlait tout à l'heure, ils prennent de l'altitude, sans jeu de mots, mais en tout cas, ils décollent. Comment on compense justement le fait qu'ils perdent des fois le contact et pour que le routeur continue à faire son boulot et le pilote automatique aussi? Ouais, c'est ça. C'est que sur le coup, les nouveaux bateaux, donc plutôt ceux de Charlie, les nouveaux avec des grands foils, ils arrivent vraiment à déjauger, à sortir de l'eau. Et donc, tout le travail, c'est qu'ils atterrissent pas trop souvent. Et on y travaille. Sur le coup, on n'a pas eu tant de temps de travail que ça. Mais clairement, les prochains bateaux, ils vont avoir... Là, c'est des pointes de vitesse énormes. Maintenant, on va essayer de transformer ça en moyenne. Voilà, ça sera les projets à venir. C'est qu'on aille vite tout le temps. Bon, merci beaucoup Mathieu Robert, je vous remercie d'être resté là. On va avoir Mathieu Darol qui va vous rejoindre ici sur ce plateau. J'accueille nos amis de France Bleu. On va pouvoir faire tout à l'heure l'interview de Yannick Bestaven en direct ici. On a toujours Yves Parlier. D'ailleurs, Yves, je ne vous ai pas posé la question. J'ai lu dans plusieurs journaux nationaux, peut-être qu'on a fait le même raccourci. On vous présente comme le père spirituel de Yannick Bestaven. Est-ce que vous assumez? En tous les cas, c'est beaucoup d'honneur. Je pense... que Yannick m'a beaucoup apporté en tous les cas parce que il s'est beaucoup investi dans mes projets et forcément il en a aussi lui tiré une expérience enrichissante. Après, c'est plutôt à lui de dire qu'à moi de me positionner, mais en tous les cas, si il le disait, je serais très fier. Eh bien, écoutez, on lui posera la question tout à l'heure, puisqu'on est déjà regroupé avec nos amis de France Bleu. On va accueillir Catherine tout à l'heure. On va quand même parler à l'instant, et il arrive avec nous, Laurent Darol. Je vous le rappelle, vous êtes avec votre casquette de président de l'Atlantic Cluster. On va rappeler ce que c'est, parce que je pense que le grand public qui nous suit en nombre aujourd'hui ne sait pas, malgré tous les efforts de communication que vous faites, ce que c'est. On parlait à l'instant avec Philippe Barou de ce coup de projecteur colossal que donne la victoire de Bestaven sur La Rochelle. Ça peut que aller dans votre sens. Rappelez-nous ce qu'est le cluster. Alors l'Atlantic Cluster, c'est une association qui a maintenant 3 ans d'existence et qui regroupe l'ensemble des professionnels des entreprises du nautisme et du naval en Nouvelle-Aquitaine. Combien d'entreprises adhérentes? Aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises adhérentes sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Alors on en parlait à l'instant et on va en parler avec les élus qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Bestaven l'a dit carrément en descendant du bateau, enfin c'est pas la première chose qu'il a dit, mais il a dit il faut absolument qu'on réfléchisse à un pôle et un centre de formation pour la course au large en Nouvelle-Aquitaine. Il n'a pas encore donné le nom de la ville, mais on va en parler. En quoi c'est important pour le cluster et qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que responsable? En fait, la course au large, c'est un petit peu comme la Formule 1 dans le nautisme, c'est-à-dire qu'en fait, dans la course automobile, dans l'automobile, dans le monde automobile, pardon. En fait, la course au large, c'est la vitrine, c'est le développement technologique, c'est un vecteur de communication qui permet à nos entreprises, à l'ensemble du secteur du nautisme et du naval, d'avoir un fer de lance, d'avoir des images, d'avoir des belles valeurs qui se développent et de la recherche. Et pour nous, c'est implanter un pôle de course au large à La Rochelle, c'est un vrai vecteur de développement potentiel à terme pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Là, on avait à l'instant Mathieu Robert, qui est une entreprise qui est aujourd'hui montrée en exemple, on a envie de dire, hein, je le rappelais tout à l'heure, on y était ensemble, un prix d'innovation, on donnait un petit peu un coup de projecteur sur cette entreprise qui aujourd'hui se retrouve propulsée parmi les meilleurs, qui accompagne les meilleurs sur ce Vendée Globe. La preuve, ils ont gagné, si je puis dire, en même temps que gagne Yannick Bestaven. Est-ce qu'on a d'autres pépites comme ça qu'on n'a pas encore peut-être perçues et qui existent au sein du cluster ? Oui, absolument. Enfin, au sein du cluster et globalement en Nouvelle-Aquitaine, on a le Yves Parlier en est une illustration, hein, mais pas dans la course. Je veux dire que Yves Parlier est une pépite, mais longtemps qu'on le sait. Hein. En fait, le monde des entreprises qui travaillent dans la course au large est assez large. Et c'est vrai qu'on a de nombreux intervenants, de nombreuses sociétés qui travaillent, qui sont implantées en Nouvelle-Aquitaine, qui travaillent dans ce monde-là. Elles ne sont pas toutes connues. Il y en a certaines qui le sont un petit peu, peut-être moins dans la course. C'est par exemple Incidence, la voilerie Incidence. Oui. C'est une entreprise comme C3 Technologies qui fait des nombreuses pièces en carbone pour les bateaux de course au large. Alors, on les cite assez peu parce qu'ils sont souvent sous-traitants des chantiers. C'est pas qu'ils construisent les bateaux, mais par contre, ils les équipent pour une grande part.
Laurent, on va vous retrouver tout à l'heure puisque cette discussion va reprendre avec les élus. Ce qu'on va faire, et j'accueille tout de suite Catherine Berchatsky. Bonjour Catherine, bonjour journaliste à France Bleu. On est ravis de faire cette opération ensemble. Yannick Bestaven est en train d'arriver. Alors ça fait un quart d'heure que je le dis, mais à un moment je sais qu'il va arriver. Sur le ponton au moment où il est descendu, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ses yeux, mais dans ceux des personnes venues aussi l'accueillir. C'était très prenant et on a hâte de l'accueillir parmi nous, qui nous raconte un petit peu cette arrivée, qui a été une arrivée finalement publique. Il y avait du monde pour l'accueillir, il y avait du monde pour l'applaudir, il y avait des sirènes, des cornes de brume. C'était tout à fait magique. On attend Yannick maintenant. Eh bien, on l'attend plus. Il est là, on peut même l'applaudir. Il n'y a pas grand monde dans le studio, Yannick. Mais on a Yannick Bestaven qui va se mettre ici. Salut Yannick. On est tellement heureux de t'accueillir. Il y a un micro. Est-ce qu'on a une petite correction juste par rapport au Covid? Je voudrais juste qu'on désinfecte le micro, non pas que quelqu'un puisse l'avoir, mais on va désinfecter, on va faire ça bien. Un petit mot sur ce que vous faites, Catherine, autour de toute cette actualité, comme nous aussi. D'ailleurs, je le dis pour Yannick, demain, 8 pages spéciales dans le journal Sud-Ouest ici pour raconter l'épopée de Yannick Bestaven. On l'a dit, il y a votre ami Parlier qui est là. Oui, je pense. Vous le reconnaissez, Yves, vous voyez qui c'est, je ne vous le présente pas. Nous sommes en direct, on est en direct. sur France Bleu également, donc j'alerte les auditeurs pour leur dire que ça y est, Yannick est arrivé aux côtés de Stéphane Vacchiani, mon cher collègue de Sud-Ouest, et nous sommes donc dans les locaux à l'espace en Caen, à 2 pas de son bateau. Yannick, bienvenue chez vous. Bonjour à tous, merci, ça fait énormément plaisir. Malgré le contexte compliqué, de voir la chaleur rochelaise m'accueillir là à l'entrée du port. Et c'était encore un moment lourd en émotion, comme l'arrivée au sable. Et voilà, j'avais encore ma petite larme là en passant l'écluse tout à l'heure. Justement, c'est une question qu'on voulait vous poser avec Catherine, Yannick. Est-ce que c'est comparable ou est-ce que c'est deux pics émotionnels différents, l'arrivée au sable et le retour à La Rochelle? C'est différent parce que les sables, c'est la fin de la course, c'est tout le stress, toute l'émotion redescend. Et puis c'est le port dont on est parti le 8 novembre. Par contre, l'arrivée à La Rochelle, là, c'est vraiment le retour à la maison. C'est la boucle est bouclée. Je savais déjà, de par France Bleu, Sud-Ouest et tous les réseaux, que les Rochelais et l'Aquitaine en général étaient derrière la Charente-Maritime. L'Aquitaine était derrière le bateau, me poussait fort. Et là, quand on voit la ferveur, quand je vois les banderoles avec mon nom écrit dessus, les gens à fond derrière le bateau, c'est fort, c'est très fort. Il y a 2 minutes, il y avait Romain Sazi qu'on a libéré qui vous faisait un petit coucou aussi, mais vous aurez plein de coucous. On a une question, Catherine. Vous redoutiez de partir seul, vous redoutiez la solitude. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seul, hein, c'est flagrant. Vous l'avez vécu comment, cette solitude à bord? En fait, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, puisque j'avais jamais navigué dans les mers du Sud. J'appréhendais aussi la durée de la course, la longueur. J'avais même peur de m'ennuyer, alors j'avais amené des bouquins, j'en ai pas lu un seul. Un demi, j'ai lu. Ouais, un demi, mais... Et non, c'est passé très vite, et je me suis à fond pris dans le jeu de la régate, et à régler le bateau, à le faire avancer. Enfin, j'étais à la bonne école avec Yves, donc j'ai rien lâché jusqu'au bout, et quand c'était vraiment, vraiment dur... je pensais au fameux dématage de Yves qu'il avait réparé tout seul à l'île Stewart, et je me disais, là mon gars, toi tes petits problèmes à côté c'est rien du tout, donc va de l'avant et continue. Et donc voilà, donc la solitude en fait ça m'a pas du tout pesé. Il y a juste les derniers jours ou dernières heures de course que j'ai trouvé un peu long. Parce que il y a eu le passage au Brésil qui était long, il paraît. Ouais, le passage au Brésil, ça a été douloureux parce que perdre autant d'avance aussi vite et sans avoir aucune option météo pour s'en sortir en fait, parce que c'était juste une histoire de timing. J'arrivais trop tôt dans une zone où il n'y avait pas de vent. Et puis avec un bateau abîmé dont je voulais pas trop parler pour mes adversaires, je voulais pas révéler les problèmes que j'avais au Cap Horn, plus de balcons avant, des enrouleurs en moins, des voiles en moins, des voiles de petite en moins. C'est important de garder le secret. Ouais, c'est important parce que psychologiquement c'est la course au large, alors surtout quand elle est longue comme le Vendée Globe, le psychique joue beaucoup sur l'adversaire.
Et du coup, je ne voulais pas leur laisser croire que j'avais des soucis à bord et qu'ils pouvaient me leur rattraper. offrir une faille. Exactement, ouais. Donc j'ai gardé ça pour moi et à l'équateur, j'ai tout lâché parce que c'était trop lourd à porter. Justement, on était avec Eric Blondeau là tout à l'heure sur notre direct et il a passé un bon moment avec nous. Il n'y a qu'une question, il n'a pas voulu répondre. Il m'a dit vous demanderez lui-même. À un moment, on a écrit dans le journal et France Bleu a dû le reproduire. Vous avez dit j'ai failli me mettre à l'eau quand vous attendiez au Brésil. Et Eric Blondeau m'a dit je suis le coach mental, c'est pas moi qui réponds. Franchement, il y a un moment, on est désespéré au point de dire je laisse tomber ce bazar. Non, ça a été mal interprété en fait. Quand je disais je vais me mettre à l'eau, le bateau était trop petit en fait. Si j'avais pu aller courir, faire un footing, me défouler, nager, en fait c'était nager quoi. Je voulais pousser le bateau à la nage. Ouais, je voulais de l'espace quoi, avoir de l'espace, sortir de ce bateau qui avançait pas, que j'arrivais pas à faire avancer. Et je commençais un peu à péter les plombs et voilà. Mais heureusement non, j'ai pas sauté à l'eau. Alors on va revenir à un truc plus heureux. On vous a vu crier votre joie en passant le Cap Horn que vous n'avez pas vu parce que vous êtes passé un peu loin. Ouais, très loin, 80 000 au sud. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça fait dans une vie de marin d'être aujourd'hui celui qui a au-delà du Vendée Globe qui est gagné? Est-ce que c'était une étape déjà? Est-ce que c'était un Himalaya ce Cap Horn? Ouais, c'était un Himalaya et puis passer le Cap Horn en tête d'un Vendée Globe. Je savais que quasi tous les coureurs qui étaient passés en tête au Cap Horn avaient gagné le Vendée Globe. Donc ça a fait un peu tilt dans ma tête quand même à ce moment-là. C'est ce moment-là où j'ai commencé à prétendre ou à croire un petit peu à la victoire, on va dire. Et pour moi, il y avait cette grosse dépression avant le Cap Horn et j'avais le choix soit d'attendre que la dépression passe et me faire attraper par Charlie Dalin, soit de foncer pour essayer de passer en tête. C'est ce que j'ai fait. Mais ça a été dur, ouais, parce qu'il y a eu de la grosse mer. J'avais 10 mètres de creux, 70 nœuds de vent, j'ai eu. Pendant 48 heures, c'était un peu chaud, ouais. Et puis dans la course aussi, vous le disiez tout à l'heure, hein, sur les derniers jours, on arrive sur 80 jours de mer, donc 75, vous parliez des 5 derniers jours, les batteries sont à plat et en plus, on joue contre la montre. Ouais, je pense que ça restera historique sur ce Vendée Globe parce que la veille de l'arrivée encore, on est 5 bateaux à pouvoir gagner. C'est très serré et du coup, on gère ça comme une étape de Figaro, quoi. En fait, on dort plus, on est à fond sur des bateaux qui sont fatigués. Les bonhommes sont fatigués aussi. D'ailleurs, on a vu l'accident de Boris Herman n'est pas un hasard. Hein. On le rappelle, qui heurte un chalutier. Basque espagnol. Basque espagnol. C'est pas moi qui l'ai payé. Alors, c'est la question. Merci d'avoir devancé parce que nous on avait une info, un scoop là-dessus. Non, on a une autre info d'ailleurs. Elle est encore peut-être avec nous. Yann Combier tout à l'heure, qui n'a pas voulu en dire plus que Eric Blondeau, mais qui nous a dit que vous aviez peut-être des projets à nous annoncer. Est-ce que, je sais que vous êtes à peine débarqué, est-ce que vous êtes déjà en train de nous dire que vous faites partie de ceux qui vont tenter d'aller faire un doublé sur le Vendée? Je ne sais pas encore. Je vais faire le point un peu de tout ça, le bilan de tout ça. Il ne faut pas prendre des décisions trop rapides. Mais c'est sûr que si je repars, ce sera pour un objectif plus haut que celui que j'avais sur ce Vendée Globe-là. Donc voilà, j'ai dit en rigolant l'autre jour, il y en a un qui l'a gagné 2 fois, mais personne ne l'a gagné 2 fois d'affilée. Voilà. Donc si j'arrive à avoir la motivation personnelle et puis voilà, si j'arrive à avoir ce qu'il faut pour prétendre à cet objectif, on verra. On va voir pourquoi Yves pas. Parlier disait que quelquefois il était déçu de ne pas voir les sponsors assez présents autour de vous. Je pense que là, il y a quelque chose qui va changer, il me semble. Ouais, c'est sûr que j'ai mis du temps. C'est compliqué de monter ces projets-là parce que, ce que je disais, il y a beaucoup de marins comme moi qui sont méritants en Aquitaine et convaincre des investisseurs, trouver des sponsors, faire des montages financiers pour acheter des bateaux qui sont quand même des bateaux, c'est des Formule 1, donc le prix va avec aussi. C'est des projets qui sont difficiles, qui sont lents à monter. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps et de maturité pour arriver à convaincre. Et là, j'ai la chance avec Maître Coq de vivre une belle histoire. C'est vrai que c'est plus qu'un sponsor, c'est vraiment une famille. Je me sens bien dans l'entreprise avec eux. Je connais leur façon d'être et ils sont à fond derrière. Et ça, c'est une chance énorme. Et si on peut continuer à écrire la belle histoire, ouais, on le fera. Ouais. On va avoir d'ailleurs Catherine, le directeur général de Maître Coq, qui va nous rejoindre. J'avais une dernière question avant qu'on vous rende à la conf de presse qui vous attend, Yannick. On sait que votre entreprise, Wet & Sea, qui est ici à La Rochelle, travaille aussi pour la préservation de l'environnement. Est-ce que vous ramenez une leçon de ce tour du monde par rapport à cette qualité environnementale et aux efforts à faire? Oui, bien sûr, il y a des efforts à faire. Le bel exemple de Wet & Sea sur les hydrogénérateurs, c'est que le développement technologique ne va pas à l'encontre du développement durable. Nous, on fait de la compétition. Alors, c'est sûr, on a des bateaux en carbone, on n'est pas parfait non plus. Mais de faire des courses avec des énergies renouvelables à bord, de limiter le nombre de jeux de voile dans la jauge IMOCA. Il y a plein de pistes comme ça pour consommer mieux, on va dire, et pour faire un effort pour préserver notre planète, même si tous, on n'est pas parfait. Et le sport de haut niveau, le sport mécanique ne veut pas dire
n'est pas à l'encontre du développement durable. Allez, on est quelques-uns dans ce studio, on limite quand même on rassure la préfecture de Charente-Maritime le nombre de personnes, ils sont masqués, on peut applaudir Yannick Bestaven qui passe dans la salle d'à côté. Merci à tous. Yannick, à très vite, merci pour bientôt, tout. Yves. Merci. Bravo, merci Yannick. Il y a même une porte dérobée, c'est que comme voilà, Merci. qui nous permet de continuer. Il a les larmes aux yeux, notre ami, j'ai l'impression là-bas sur le bassin d'Arcachon, Yves Parlier, une réaction. Oui, non, c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur de le voir. Merci, parce que j'aurais bien aimé être avec vous et j'avais prévu de venir demain et puis ça n'a pas été possible donc de faire cette arrivée grand public. Et c'est quand même un grand moment, cette performance qu'il a pu faire, c'est extraordinaire. Votre émotion nous touche beaucoup, Yves Parlier. Je crois qu'on a un break par rapport à France Bleu. Absolument. Voilà. On se retrouve dans quelques secondes. Très bien. À tout de suite. Donc nous, on va rester entre nous puisqu'on continue sur le Facebook Sud-Ouest. On va retrouver nos amis de France Bleu dans peu de temps. J'ai Yves Parlier qui est avec nous. On aura tout à l'heure Jean-Marie Doris. Ça va vous rappeler d'autres souvenirs, j'imagine. Yves Parlier, c'est aussi un Arcachonnais. C'est le team manager de Maître Coq. On va l'accueillir avec Catherine dans un moment. Je dis ça pour tous les gens et je les remercie. Ils sont très très nombreux, me signale-t-on, à suivre le Facebook. C'est juste un moment magique qu'on vient de vivre avec Catherine. Yves Parlier, on va revenir avec vous aussi tout à l'heure. On devait avoir quelqu'un que vous connaissez bien. Vous nous avez donné leur surnom tout à l'heure, les deux Arcachonnais. C'est Cali. Arnaud Boissière, pour ne pas le nommer, comme je suis en direct, je pose la question, est-ce que Arnaud est avec nous? On sait qu'il est rentré hier soir, il devait faire la sieste, il n'a pas dû mettre l'alerte de réveil comme sur le bateau. Donc je crains aussi, et si on retrouve Yannick, on lui posera la question, qu'ils n'ont pas fait que fêter la victoire, je pense, de Yannick hier soir. Ils ont dû faire et la victoire et la 15e place en même temps. C'est pas un secret d'ailleurs, il paraît qu'ils tenaient mieux le bar que les bars à l'époque, les garçons là. Oui, je crois qu'il a toujours un entraînement. Allez, on va pouvoir redémarrer. Catherine, c'est à quel moment? Oui, on peut démarrer maintenant. Et le sauf qui nous manque, Jean-Marie Doris. On peut accueillir Jean-Marie Doris. Voilà, qui devrait arriver. Allez, Jean-Marie Doris. Merci Jean-Marie. Il arrive, il est en tenue. Mettez-vous là, le micro vous attend. C'est le team manager de Maître Coq. Je crois qu'il y a quelqu'un ici que vous connaissez en tant qu'Arcachonnais. Il y a monsieur, voilà, il y a Yves Parlier. Je crois qu'on est à moitié Arcachon, moitié à La Rochelle, comme quand on voit la team là. Allez, Catherine. On vous appelle le boat capitaine de Maître Coq. Pour parler français, ça veut dire quoi Non, dans les faits, c'est pas moi le boat capitaine, c'est Stan Delbar. Faut rendre. D'accord. Alors du coup, mon information a été un peu tronquée. Donc, alors, vous faites quoi, vous? Au départ, j'étais le boat captain du bateau et ça a évolué un petit peu avec le projet de Yannick et la collaboration qu'on a eue avec l'équipe de Roland Jourdain. Et du coup, mon rôle a un peu évolué dans un rôle de directeur technique et sportif pour aider Yannick à prendre les décisions et à manager le projet. Vous diriez que vous fonctionnez en binôme avec Yannick? Comment ça s'orchestre entre vous? Je dirais que j'essaye de l'épauler au maximum dans tous ses choix, ses décisions et lui apporter mon expérience de coureur à moi aussi et l'aider à prendre vraiment les bonnes décisions. Alors l'idée, c'est que le bateau aille jusqu'au bout de ce tour du monde, sans casse. Paris réussi? Dans l'ensemble, oui, malgré quelques petits soucis, mais rien qui a empêché le bateau d'avancer. Vous êtes fait peur? Parce qu'on a vu quand même pas mal de casses autour, pas mal d'abandons aussi. Et puis on a vu aussi on va revenir sur ce que disait Yannick, Catherine, pour ce qui est du sauvetage d'Escoffier. Mais on parle de la technique du bateau. On était avec tout notre ami ici tout à l'heure, Mathieu, qui est le responsable et le fondateur de la société qui a fait le pilotage automatique. Mais Yannick a insisté quand même sur les difficultés quand il a abîmé ce bateau. Est-ce que vous avez pensé à un moment que ça allait être compliqué vraiment pour le skipper, vu ce qu'il pouvait vous donner comme information, qu'il donnait à l'équipe, et je le rappelle, qu'il ne donnait pas à l'extérieur? Non, on a essayé d'être assez froid dans notre approche avec Stan, justement, où on a pas mal bossé ensemble là-dessus pour apporter des solutions techniques à Yannick et pour l'épauler à chaque fois de manière assez
assez froide, sans y mettre d'émotion, et lui trouver des solutions à chaque fois pour qu'il puisse s'en sortir, quoi. Donc il y a beaucoup de stress, mais de la peur, non, parce qu'on savait que le bateau était solide et que ça allait le faire quoi qu'il arrive. Est-ce que le bateau a fait plus que tenir ses promesses? Parce qu'en fait, ce bateau, et on en parlait avec Yves Parlier qui reste avec nous, d'ailleurs, vous avez beaucoup de monde, il y a Roland Jourdain qui est encore là, vous avez plein de monde qui nous suit, on va pouvoir leur redonner la parole. Est-ce que vous avez à un moment pensé effectivement que ce bateau était fait pour la gagne, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Pour vous, hein, je ne parle pas pour le skipper. On ne s'est jamais autorisé vraiment de parler de qu'on jouait la gagne, on s'est toujours dit que on avait moyen d'être dans un top 5 si ça se passait bien, et on savait que le bateau a un très bon potentiel. C'est un bateau qui est très polyvalent, donc qui permet d'aller bien dans toutes les conditions. Alors des fois pas aussi bien que les foilers de dernière génération, mais sur la moyenne, c'est quand même un bateau qu'on est capable de pousser, et que comme il était fiable, on pouvait tirer fort dessus pour le faire avancer vite. Oui. Oui, ça a été aussi un avantage que ce ne soit pas des foils de dernière génération. Apparemment, c'était un peu plus costaud et un peu moins préoccupant. Quand on avait Yannick dans nos vacations hebdomadaires, il nous disait finalement, je ne suis pas mécontent moi de mes foils. Ouais, c'est certain, les conditions du Vendée cette année ont été un peu particulières en termes de météo, ce qui a fait que les grands foilers n'ont pas pu s'exprimer aussi bien qu'ils auraient voulu ou pu dans des conditions pour ça. C'est pour ça que ça a avantagé un petit peu les bateaux d'ancienne génération qui sont restés toujours au contact. La météo a fait que ça revenait toujours par derrière. Enfin, il y a eu plein de scénarios, plein de choses qui se sont passées qui ont permis ça. Ouais. Est-ce qu'on peut être un peu dans les coulisses avec vous, Jean-Marie Doris? Parce que nous, on voit cette course avec un émerveillement de gamin. Je crois qu'il nous a tous fait rêver. Lui-même dit que c'est un bonheur d'enfant, mais il nous donne du bonheur en faisant ça. Mais on ne sait pas forcément comment ça marche toujours derrière. Est-ce qu'on peut expliquer si c'est une relation que vous avez avec lui quotidienne par radio? Est-ce que c'est tous les 2 jours? Est-ce que c'est un horaire fixe? Est-ce que c'est quand il a envie? Comment ça fonctionne? Oh ben c'est tous les jours en fait. Après on le laisse communiquer, mais tous les jours on avait une petite routine où on prenait un peu de ses nouvelles, lui demandait comment ça allait, comment le bateau allait, si lui se sentait bien et tout ça. Puis au travers de ses réponses, de ses messages, on essayait d'interpréter. Et très souvent j'étais en relation avec Eric. On lisait chacun les messages et on très souvent s'appelait derrière en disant ouais là je perçois ci ça voilà et derrière, Eric l'a pas mal aidé sur les situations difficiles. Enfin, on était en soutien technique et aussi psychologique, on va dire. Alors ça, on en a bien parlé tout à l'heure avec Eric Blondeau, justement, qui est toujours là. On le salue, hein, Eric. Est-ce que, justement, par rapport à ces échanges que vous avez avec lui, vous avez un rôle vraiment après de conseil? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut être les mains techniques, le skipper lui-même, pour transformer, pour changer quelque chose, faire une pièce qu'il ne sait pas forcément faire tout seul? Ou est-ce qu'il a déjà tout su et tout appris à l'avance, comme nous l'a dit Roland Jourdain tout à l'heure, qui a fait un accompagnement de la vente de ce bateau? Bah, disons qu'il connaît un certain nombre de choses, mais très souvent, il peut y arriver plein de situations. Donc avec Stan, justement, on a fait plein de tutos pendant toute la course. On a progressé en tuto. Non, mais voilà, c'était les tutos. Enfin, c'était pas des vidéos, mais on s'est retrouvé à rédiger des choses, rajouter des photos. C'est pas évident quand on est de l'autre côté. Pour bien expliquer 2-3 trucs, pour faire précisément ce qu'on lui demandait, quoi. Donc ça, on en a fait pas mal, et c'est vrai que c'était Yannick qui devait se débrouiller après avec ça, quoi. Vous êtes attaché à ce bateau, Maître Coq? Oh ben bien sûr, à chaque fois qu'on travaille sur un bateau, qu'on navigue avec un bateau, on a forcément des relations qui se créent. Qu'on aime, enfin, c'est une personne à part entière presque. Ouais. Alors au-delà du bateau, il y a une équipe, on a beaucoup insisté. Je salue de nouveau Anne Combier qui est toujours avec nous et qui a démarré ce live tout à l'heure avec Sud-Ouest. Est-ce que cette équipe aujourd'hui, c'est un petit peu comme Romain Sazi qui était là pour le Stade Rochelet tout à l'heure, est-ce que cette équipe va être compliquée entre guillemets à défaire, et est-ce que vous êtes en train déjà de rêver, vous-même personnellement, qu'elle reste constituée pour partir sur un nouveau projet? Et il vient de le dire à mots couverts, il a envie d'aller voir s'il est capable de faire un deuxième globe dans la foulée et de le gagner. Est-ce que vous êtes déjà en train de vous dire, oui, ça serait magnifique? Ce qui est sûr, c'est que quand on fait des projets qui réussissent, il faut capitaliser dessus. Donc, il faut continuer à travailler avec les gens avec qui on a travaillé, faire des bilans, voir ce qui a été bien, pas bien. Évidemment, se faire chacun son autocritique et faire avancer parce qu'il ne faut pas rêver. C'est jamais simple dans une équipe de fonctionner tous ensemble. C'est ce qui fait l'avantage et la qualité des relations en équipe, quoi. Mais vous avez des projets personnels. Votre idée, c'est je suis Yannick dans ces projets? Oui, je pense, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui.
Excusez-nous, on est toujours en direct, on est ravis avec Jean-Marie Doris, le type manager de Maître Coq. On a des élus qui doivent nous rejoindre avec Yannick, qu'on a été ravis d'accueillir tout à l'heure en primeur sur ce plateau avec Catherine. Je vais du coup relancer peut-être sur nos invités qui sont en visio, Catherine, pour faire dérouler le Facebook. J'aimerais bien un petit mot de Anne Combier. Je crois qu'elle a pleuré comme si elle était sur place. Anne. Je pense qu'elle est pas la seule. Et je crois qu'elle a beaucoup pleuré, Anne. Est-ce que Anne, on peut parler de cette volonté de Yannick peut-être de continuer, puisque vous aviez déjà un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la difficulté qu'il y aurait pour tout le monde à se séparer après cette aventure? Bon, d'abord, j'ai pas tant pleuré que ça, faut pas exagérer. On vous croit pas. Bon, non, faut pas exagérer. Et non, donc, je ne sais pas quoi vous raconter pour l'instant. C'est vrai que Yannick n'a pas encore totalement atterri. Il faut qu'il fasse le bilan de tout ça. C'est un peu long. Et en plus, aujourd'hui, il n'a pas vraiment le temps puisqu'il est un peu à droite, à gauche. Et il a fallu ramener son bateau à La Rochelle. Ça a demandé beaucoup de travail. Je remercie toutes les équipes de Sud-Ouest, France Bleu La Rochelle et FR3. Toujours été présents derrière nous pour la médiatisation de ce magnifique projet. Et sinon, petit détail, Jean-Marie Doris est directeur technique et sportif. Voilà. Moi, je suis type manager. Il y a une petite inversion des types, mais c'est pas très grave. C'était ça. Tous les deux, on a rectifié tout à l'heure. On travaille main dans la main en permanence, 24/24. Et s'il faut s'appeler la nuit, on s'appelle la nuit. Ça, on a compris que vous étiez beaucoup parlé à toute heure du jour et de la nuit, Anne. Et au-delà des titres, on a bien compris que c'était un travail d'équipe. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que dans des opérations beaucoup moins ambitieuses, il y a toujours des grandes réunions de débrief, etc. Tout ça est déjà daté ou vous laissez tranquillement Yannick partir en vacances et voyez ça à son retour? C'est quoi l'agenda d'un seul coup un peu vide qui vous attend là? Eh ben, en fait, Yannick va partir en vacances. Que je vous disais, on va faire un petit break et puis on va continuer à travailler quand même sur les côtés avec Jean-Marie, avec toute l'équipe, Stan, pour la suite, et puis avec Christophe Guioni, le DG de Maître Coq, et toutes ces équipes qui sont toujours derrière nous à fond tout le temps, quoi. Donc voilà. Le fait qu'il ait remporté le Vendée Globe, c'est du travail en plus à venir qui s'annonce pour vous? Ah bah, j'avais presque l'impression d'être en vacances pendant le Vendée Globe par rapport à maintenant. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est bien ce qu'on a compris. Yannick Rochelet, le héros, vous donne du boulot. Oui, donc, mais c'est passionnant. Mais je suis pas toute seule. Il y a Caroline Muller qui s'occupe des relations. Oui, on parlait du staff communication. Le staff communication dans sa globalité. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je rêve d'un livre sur Yannick Bestaven et le Vendée Globe. C'est en préparation, ça? C'est en réflexion, préparation. On ne peut pas dire beaucoup plus pour l'instant, c'est un peu trop tôt quand même. Ça se décide entre qui? Yannick lui-même déjà, et puis après, en fonction de sa sensibilité, de ce qu'il a envie de raconter. Et ensuite, on rencontre des maisons d'édition et on fera le point d'ici un mois. Je crois que c'est déjà bien parti, on ne va pas dévoiler les secrets, mais je crois qu'il y a effectivement des projets de livres en projet. Je sais qu'il y a un film aussi qui est en train d'être monté. Je sais que Sébastien Blémont, en tout cas depuis La Rochelle, essaye de monter un projet et on lui souhaite plein de courage pour aboutir. On a fait un switch d'invités. Après Jean-Marie Doris, on a un autre marin qui est arrivé, mais il a une veste encore de marin, mais il a une autre casquette, c'est celle d'élu. Jean-François Fontaine, bonjour. Il a un sourire, Jean-François Fontaine. Oui. On dirait qu'il a accueilli un vainqueur de Vendée Globe de La Rochelle. C'est un peu ça, non? Bonjour Jean-François, bonjour. Salut Anne. Bonjour. Bonjour Jean-François. Oui, c'est ça exactement, d'accueillir un marin qui vient de faire une performance humaine et technique, les deux à la fois, formidable. Et donc voilà, c'était compliqué en plus pour nous, parce qu'il y avait un peu de stress, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de monde. Donc c'est réussi, on n'a vu personne sur les quais. Si le préfet nous écoute. J'ai croisé une personne tout à l'heure. non, mais voilà, c'est compliqué parce que tout le monde est joyeux. Et puis on est dans cette période terrible de pandémie, donc il faut trouver un point d'équilibre. Moi, j'aurais rêvé d'un accueil avec 100 000 personnes sur le port. Voilà, c'était possible. On va faire le pari, Jean-François Fontaine. Oui. On va se dire qu'il y aura un événement avec France Bleu et Sud-Ouest de 100 000 personnes. On va le monter. Oui. Et voilà. En tout cas, je suis très heureux pour Yannick parce qu'il a pu avoir un accueil à la hauteur de ce qu'il vient de faire, que ce soit en mer, que ce soit sur lesquels les Rochelais étaient présents et lui ont fait vraiment un bel hommage pour ce retour. Ils étaient impatients de le voir, comme lui était impatient d'arriver à La Rochelle, et donc ça a été un moment fort. Juste un moment d'intimité, Jean-François Fontaine, je sais que ce n'est pas votre forte, vous verrez comme ça. Est-ce que ça vous a fait revivre des souvenirs personnels? Ah bah bien sûr, oui. Oui, mais il n'y a pas la pandémie. Donc, on était passé avec Pierre Folenfant entre les Philippe tours. Barou citait ça pour les années 80. Sous spi, oui, absolument. On était passé sous voile. Puis on avait raté notre manœuvre. Donc on avait terminé sur la Grand Rive, sur les quais. Et donc, non, mais c'est magnifique. Il faut bien voir aussi que le niveau
des marins, le niveau technique, tout est monté de manière considérable. Vous voulez dire qu'il n'aurait pas loupé sa manœuvre, Bestaven? Certainement pas, d'une part, mais d'autre part, moi j'ai eu la chance d'être au large quand il est arrivé. Un bateau en équipage à la fin d'une course dans la baie n'aurait pas été mieux réglé. 3 heures du matin, il pleut, il est à une demi-heure d'arrivée, le bateau est tout dessus, il marche à 22, 23 nœuds. On le voit à peine parce qu'il pleut, c'est la nuit et de la houle. Mais c'est formidable de voir un bateau qui arrive avec cette vitesse-là. En plus, il jouait le temps, bien sûr. Pourtant, Jean-François, on a l'impression aujourd'hui que Yannick Bestaven, il ne parle pas que de ça depuis qu'il est arrivé, mais il parle d'un centre de formation. Donc, je pense qu'il a un projet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de cette volonté qu'il a affichée, que vous partagez ou pas, et on va vous entendre là-dessus? Et qu'est-ce que ça serait concrètement d'avoir un centre de formation course au large à La Rochelle ou ailleurs, puisqu'il a dit en Nouvelle-Aquitaine? Oui. Enfin, la Nouvelle-Aquitaine, la partie maritime est à La Rochelle. Ah, pardon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres ports importants. Ou alors très à l'intérieur des terres. Non, mais très sérieusement, d'abord, il y a à La Rochelle un pôle France qui a formé des champions. Je rappelle quand même qu'il y a aux prochains Jeux Olympiques, s'ils ont lieu, et là on croise les doigts, 2 équipages rochelais qui sont déjà sélectionnés pour les Jeux Olympiques, donc notamment Charline Picon. Donc il y a un centre de formation. C'est vrai qu'en France, il y a eu un seul centre de formation pour la course au large, qui est à Port-la-Forêt, puis un deuxième centre un peu différent sur la base de Lorient. Oui, mais je pense qu'on va travailler avec la fédération pour voir si on peut... Parce qu'on a les personnes ressources. Mais concrètement, ça ressemblerait à quoi? Et ça pourrait se un situer centre où? d'entraînement, c'est un lieu où on peut préparer son bateau, s'entraîner avec des concurrents, faire des débriefs. Il faut des bassins aussi en eau Ça, c'est profonde. l'autre volet. Mais déjà, un centre d'entraînement, ça doit pouvoir travailler pour les minis, parce qu'on a des concurrents dans les minis, pour les Figaro, pour les classes 40, parce que le type de formation, par exemple la formation météorologique, qui est un élément important, Jean-Yves Bernot, quand il va former à Port-la-Forêt, il part de La Rochelle. Et Jean-Yves était là cet après-midi avec nous. Donc on a déjà les personnes ressources. Maintenant, il ne sait pas que ça, il y a aussi la partie entraînement physique, mais ça, on va être équipé. Et puis il y a le volet ensuite technique, préparation des bateaux, d'avoir des ateliers. On souffre un tout petit peu quand même, on n'a plus trop de chantiers de course. Marc Pintin avait construit les bateaux d'Isabelle. Moi, il y a très longtemps, j'en avais construit également. Aujourd'hui, sur les constructions carbone, on a une formidable entreprise qui est C3 Technologies, qui fait ces ailerons qui volent. Donc, il y a des savoir-faire, il y a des bureaux d'études, il y a beaucoup de choses. On avait Mathieu Robert avec nous tout à l'heure, Jean-François. Voilà. Non, il y a, sur la partie navigation, je pense qu'on doit pouvoir apporter les réponses. Alors ensuite, l'autre volet, c'est d'avoir un lieu où on peut arriver à toute heure. Yannick Bestaven est arrivé à la marée haute et donc il peut s'entraîner, il a pu s'entraîner, mais c'est vrai que c'est une contrainte qu'on n'a pas à Lorient, qu'on n'a pas à Port-la-Forêt. Là, on peut rentrer quelle que soit l'heure de la marée. Donc l'idée, ça serait plutôt d'aller vers le port de pêche, vers Oui, le port de pêche, parce que le port de commerce, il a une contrainte, c'est un port sécurisé, qui est clôturé. Et donc, on ne peut pas l'ouvrir, et ce n'est pas nous qui décidons. Port de pêche, c'est différent. Il est maintenant dans notre, entre guillemets, responsabilité, puisque c'est une coproduction entre le département et l'agglomération de La Rochelle. Et donc, on doit pouvoir équiper de pontons le port de pêche. Mais on parle de quelle échéance? Quel est un peu le calendrier imaginé? Pour mettre des pontons, échéance entre 2 et 3 ans. Parce qu'il faut quand même faire les devis, budgétiser tout ça. Voilà, c'est ce qu'il faut imaginer comme calendrier. Avec quel financement? C'est communauté d'agglomération et département. Le département est prêt à suivre. Mettre des pontons n'est pas quelque chose de très compliqué techniquement. Par contre, il y a un autre petit souci, c'est que le port n'est pas très bien protégé par les vents de noroît. Donc il faudra peut-être qu'on allonge une des digues. Mais ça, les pêcheurs sont aussi demandeurs. Jean-François Fontaine, on a vu, vous aviez évidemment suivi cette course avec passion, mais ça, on ne l'a pas découvert aujourd'hui. Mais il y a quand même un autre bateau, et là, on est tous sur la fête à Bestaven, mais il y a un bateau qui est un peu Rochelais aussi, c'est à Pivia. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il y a un pôle comme ça, que vous avez envie de le développer, il faudra trouver d'autres écuries? Vous n'allez pas en avoir qu'une. Est-ce que vous êtes déjà en train de chercher? Le responsable d'Apivia est dans la salle à côté, donc on l'aura tout à l'heure sur le plateau. Les dirigeants d'Apivia sont tous Rochelais, et puis c'est des grands parrains du stade Rochelais par ailleurs. Alors Apivia, c'est un peu particulier, puisque c'est un bateau qui a été construit dans la foulée des équipes massives avec François Gabard, et que François avait aussi à ce moment-là le projet de son grand multicoque, et que son grand multicoque, il fallait un port dans lequel il y ait la largeur. Nous, les grands multicoques ne passent pas là. On a, je crois, 16 mètres dans l'écluse, et les grands multicoques sont à plus de 22 mètres. Donc on ne peut pas l'avoir. Et donc le pôle de construction qui a été porté par François Gabard, il est aujourd'hui à Concarneau. Ouais. Et donc avant-hier, Charlie est rentré à Concarneau, mais on a baptisé ici à Pivia il y a maintenant 2 ans. Oui, si on peut faire une base avec plusieurs bateaux, la réponse est oui.
Un mot sur la fête de Yannick Bestaven qui a été retoqué entre guillemets par la préfecture de Charente-Maritime. Je ne veux surtout pas en rentrer. On est dans une période compliquée. L'idée c'est est-ce qu'on va refaire une fête? Est-ce qu'on envisage de célébrer à sa hauteur On cette envisage, victoire? oui, mais ça faut le voir avec Yannick. C'est lui le héros. Ce sera à voir avec lui si au printemps on est sorti de ce confinement. On sait que les Rochelais aiment faire la fête. Les Rochelais aiment faire la fête en général, mais on verra. On fêtera peut-être aussi le bouclier de Brennus en même temps. Vous voyez, on peut rêver sur plein de choses à la fois. Non, mais si on peut faire d'autres événements, bien évidemment, moi je serais très très heureux de pouvoir le faire. Eh ben, nous, on prend le pari de mettre les bateaux dans le port, le bouclier de Brennus, et on avait Romain Sazi qui est avec nous il y a 10 minutes, qu'on salue à nouveau. Merci Jean-François Fountaine. Merci à vous. Et on va vous laisser la place à notre ami Stéphane Villain pour le conseil départemental. Vous pouvez même enlever le masque, Stéphane Villain, si vous préférez. On va vous désinfecter le micro. On est tous en direct. Ça, c'est la joie de cette arrivée. Catherine, on va avoir effectivement le conseil départemental. Est-ce que vous avez besoin de faire une pause ou pas à France Bleu? Parce que vous avez des pauses. Non, j'ai plus besoin de faire de pause. Pas de pause personnelle, je m'entends, par rapport à la technique. J'en profite pour dire effectivement qu'on aura 8 pages spéciales sur notre ami Bestaven, où on revient sur ce projet qui nous est cher à tous, journalistes ici. Aussi sur le Facebook Live de France Bleu La Rochelle, sur l'arrivée que vous n'avez peut-être pas vécu en direct cet après-midi sur le Vieux-Port. Très bien. Bonjour Stéphane Villain. Bonjour Stéphane Villain. Bonjour. François Gabard il y a 4 ans, Yannick Bestaven cette année, Charente-Maritime à l'honneur dans le Vendée Globe. Ça donne des ailes et on en fait quoi? On en fait finalement voilà, aussi un peu la promotion, la communication, même l'animation de notre territoire. Parce que d'avoir des grands champions comme ça, vous savez, quand il a été question de Charline Picon, quand il a été question du Stade Rochelais, quand il est question maintenant de Yannick, fatalement, on parle de nos territoires. Et c'est vrai qu'on leur dit, ben voilà, il y a d'abord un plan d'eau magnifique, avec Yannick, maintenant on va le savoir, parce que le retentissement, en fait, voilà, de cette première place au Vendée Globe, c'est considérable. C'est-à-dire que ça fait le tour de France, bien sûr, mais bien au-delà. Et c'est vrai que, eh bien, aujourd'hui, on va dire qu'il y a cette merveilleuse Atlantique que l'on connaît bien, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Donc, on va valoriser finalement notre territoire à travers cette victoire. Ça crée une vraie dynamique. Oui, c'est vrai qu'on a un département très touristique, vous le savez. Mais on ne sait pas qu'on a des grands sportifs. On a 100 sportifs de haut niveau dans notre département, dont une vingtaine de voileux. Et c'est vrai que c'est très bien parce que ça, voilà, ça donne un angle, je dirais, voilà, de la communication sur nos grands sportifs, et c'est tant mieux. Catherine le disait, un Charentais Gabard, un Charentais Maritime, même si on a rappelé ses origines de Gironde et du bassin d'Arcachon pour Yannick. On sait que vous êtes le président de Charente au pluriel Tourisme. Est-ce qu'on n'a pas un peu justement un moment négligé cette politique de la voile, et on est très vélo, il y a plein de choses qui se font et vous faites un gros boulot, mais est-ce que c'est pas l'occasion du coup de remettre la voile en avant comme un produit touristique? Je pense que, en fait, c'est vrai que depuis très longtemps, on a cet océan Atlantique magnifique, mais on n'a pas eu encore l'occasion de vraiment se retourner vers lui et de voir quelles pourraient être les grandes courses qu'on pourrait organiser. On a organisé d'ailleurs la Transat 650 Charente-Maritime pour les Sables d'Olonne. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, on l'a perdu. Mais en 2001, quand je suis arrivé moi, au département, donc ça me rajeunit de 20 ans, il y avait Pierrick Garenne, et puis il y avait Antoine Gros, et puis il y avait Yannick Bestaven, qui gagnait finalement cette année-là le Vendée Globe. La Mini Transat 650. La Transat 650. Et donc, je me dis que 20 ans après, l'histoire s'écrit. Et puis, on a accompagné, nous, Yannick, pendant 20 ans. C'est vrai qu'avec l'hydrogénérateur, avec même ses bateaux, avec ses courses, et quand il est venu me voir, il y a 2 ans, pour ce projet, j'ai dit, on y va. Parce que c'est ce que j'ai envie, Stéphane. J'ai envie que demain, on organise une grande course à partir de la Charente-Maritime. Une Transat ? Une Transat, j'espère peut-être qu'on va retrouver notre Transat 650. Qui est parti pour quelques années quand même. Qui est parti pour quelques années. Ou le défi Atlantique aussi. Oui, mais j'espère pas en fait qu'on retrouve en fait une course comme celle-ci. Et puis peut-être d'autres défis qui pourraient être intéressants. Il manque quoi? Il manque qu'à un moment donné, on se mette autour d'une table et qu'on se parle région, département, communauté d'agglomération, ville. Mais j'ai vraiment espoir parce qu'on le voit bien quand il y a des grands événements comme celui-ci, on sait se retrouver. Alors justement, Stéphane Villain, Jean-François Fountaine, avec ce micro, à l'instant, disait tout son enthousiasme qu'il aurait apporté un pôle de développement et de formation autour de la course au large, comme Yannick Bestaven l'a formulé quasiment descendant de son bateau. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des projets du département ? Écoutez, il faut que je dirais que le projet, la genèse de l'histoire, se fasse à partir de La Rochelle.
Si le maire de La Rochelle parle bien avec le président de l'agglomération de La Rochelle, je sais qu'ils se connaissent bien. Ça devrait être simple, ça. Ça devrait être simple. Et qu'après, écoutez, il sollicite le département pour ce projet. Je pense que oui. J'en ai parlé avec Dominique Bussereau avant de vous répondre. Je sais qu'il est assez d'accord pour qu'on suive en fait ce projet. Ça serait une belle nouvelle pour. Vous avez dit tout à l'heure, on s'est peut-être pas assez retourné vers la voile. Ça serait peut-être un bon signal. Ok, merci beaucoup Stéphane Villain d'avoir été. Vous pouvez venir laisser votre micro, on vous rend à la salle d'à côté. On veut bien que vous nous envoyiez, puisqu'on n'a pas d'alterné, le directeur général de Maître Coq qui doit venir. Merci Monsieur Villain de votre diligence. Bien, Catherine, on a Laurent Darold qui est avec nous, que je vais faire revenir moi ici au micro, s'il veut bien, Laurent Darold en tant que patron du cluster Atlantic Cluster, parce qu'on est en plein dans le sujet, Laurent. J'ai l'impression que j'ai jamais vu autant de bonnes fées se pencher sur un berceau pour parler d'un centre de formation du nautisme. Est-ce que vous pouvez me dire à l'instant, puisqu'on a entendu des choses différentes et nouvelles depuis votre prise de parole, si ça vous donne de l'espoir? Bien sûr, c'est une excellente nouvelle. Enfin, depuis 20 ans, moi je suis Rochelais depuis 30 ans. À l'époque, la course au large, c'était quelque chose de très fort à La Rochelle. Et puis, depuis 20 ans, c'est un petit peu, le flambeau est un peu retombé malgré plein de volontés individuelles qui n'ont pas réussi à se coaguler, à se mobiliser pour arriver à faire quelque chose. Et j'ai l'impression que là, les planètes s'alignent pour y arriver. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans 5-10 minutes pour faire un point? Et je vous remercie Laurent, parce que c'est intéressant. Je vous propose même de rester par ici. Mais on a le directeur général de Maître Coq qui nous rejoint. Et comme on est dans le direct et dans les enchaînements, on va l'accueillir. Merci beaucoup d'être ici. Je vois que vous avez un sourire qui ressemble à celui de Jean-François Fontaine, sans la barbe. J'ai l'impression qu'on accueille, Catherine, ici, que des gens radieux. Est-ce que vous êtes un partenaire au comble de la joie? Bon, on ne peut pas l'être à moins, c'est pas possible. Non, on est au comble de la joie, bien sûr. C'est déjà pour nous le 3e Vendée Globe. C'est la 3e fois qu'on participe avec un bateau aux couleurs de l'entreprise. Et puis, c'est aussi la fierté d'une entreprise vendéenne. C'est la 2e entreprise vendéenne qui gagne le Vendée Globe. Donc, c'est une immense fierté pour l'ensemble des salariés et puis des éleveurs qui travaillent avec nous. Ouais. Pourquoi avoir choisi la voile précisément? Pourquoi avoir choisi la voile? Parce qu'en fait, qui choisissent le rugby. Ouais, le rugby, le foot, le vélo, voilà, il y a plein de sujets. Donc, Maître Coq, c'est une entreprise qui appartient au groupe LDC, qui a d'autres marques, notamment le Gaulois, qui est présente sur le Tour de France ou sur le foot. C'est pour ça que je dis ça. Et donc, nous, on a fait le choix en tant que Vendéens de se dire que pour l'entreprise qui avait été rachetée 2 ans avant, ça pouvait montrer aussi au sein d'un groupe qui commence à être assez gros pour les salariés. C'est un groupe qui fait plus de 20 000 personnes. On s'est dit, voilà, ils vont être perdus au milieu, ils vont avoir peur qu'on ne défende pas la marque de la Vendée. Donc, du coup, on s'est dit, quoi de mieux pour des Vendéens que de faire le Vendée Globe et de défendre la marque à travers le Vendée Globe pour mettre en avant la marque et la fierté des salariés. Donc, ça, c'était en 2011, quand on a pris le premier départ avec Jérémy Bayou. On l'a repris avec Jérémy en 2016 et puis là c'est Yannick qui nous apporte entre guillemets le Graal. C'est lui qui vous a convaincu? Oui. C'est l'homme? C'est l'homme en parlant de Yannick ou pas? Oui, en parlant de Yannick. Ouais. Moi je suis quelqu'un qui est très attaché à l'homme. Donc effectivement je suis venu ici je crois que c'était en mai ou en juin 2018 rencontrer Yannick. Je me rappelle, il avait un bateau qui n'était pas celui-là, qui était sous une bâche sur le port. Et puis, on avait commencé à échanger, discuter du projet, comment ils voulaient faire partager la voile aussi, parce que pour moi, c'était très important qu'on puisse le partager aussi, ce projet, avec les salariés, avec les éleveurs, avec nos clients. Et tout ça, j'ai trouvé un homme de conviction aussi sur la partie environnementale. Et on souhaitait en fait mettre ça en avant à travers le bateau, puisqu'on a fêté les 50 ans de la marque de l'entreprise l'année dernière. Et on souhaitait en fait faire adhérer pour les 50 ans et ensuite changer l'image du bateau. Et c'est ce que nous a permis de faire Yannick. Et puis d'avoir une très belle conclusion avec ce Vendée Globe. Christophe Guilloni, on a beaucoup raconté votre relation de proximité avec le skipper qui est devenu ce skipper lauréat, aujourd'hui grand vainqueur du Vendée Globe. Est-ce que vous nous confirmez que vous êtes appelé régulièrement avec Yannick Bestaven et que vous avez fait des nuits très courtes aussi en vivant le Vendée Globe? Ouais, alors la première relation avec Yannick, c'est le Rhum en 2018. Donc il prend le départ et puis au bout de 4-5 jours, il n'avait quasiment pas dormi. Et là, il casse encore son hook, plus un problème de vérin de quille. Et ça, c'était à 22h30 ou 23h le soir, je ne sais plus, il était au large de Cascaille.
Et là, l'équipe m'appelle en disant, bah voilà, Yannick abandonne. Donc, bon, ok, bah, j'appelle Yannick, je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, voilà, ça peut arriver. On sait que c'est un sport mécanique. Et puis à 3h30 du matin, j'étais déjà debout et j'étais quand même un peu inquiet parce qu'il y avait gros temps, grosse mer. Et donc là, je rappelle Yannick. Et quand on s'est retrouvé après, il me dit, mais t'es un barjot, j'ai jamais vu un sponsor qui m'appelle à 3h30 du matin, plein milieu de l'océan. Et là, j'en ai profité aussi, puisqu'en fait, Yannick était tout seul, notamment dans les mers du Sud. Donc quand j'étais debout, j'envoyais un petit WhatsApp à Yannick. Et puis là, souvent, le téléphone sonnait un quart d'heure après, parce que tout seul, à l'opposé, en termes de timing horaire, bah, ça lui faisait du bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Donc ouais, on a discuté un petit peu, ouais. Vous avez fait un petit mot sur l'humain et la place de l'humain. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à expliquer dans une entreprise aujourd'hui et de faire de la communication interne avec un champion comme Yannick? Qu'est-ce que vous allez en faire à partir d'aujourd'hui? Alors on a fait déjà beaucoup de choses, puisqu'en fait on essaye tous les ans de faire une opération. Alors c'est un peu plus compliqué depuis le mois de mars de l'année dernière, bien sûr, mais où on va inviter l'ensemble des salariés. Donc on a fait la première fois, c'était le Tour de France qui était en Vendée. Donc on avait invité tous nos salariés, tous nos éleveurs à nous rejoindre dans un champ pour attendre le Tour de France. Voilà. Ensuite on a fait un baptême du bateau au Sable d'Olonne avec une fête foraine. Donc on avait plus de 1500 personnes qui nous ont rejoints. Et là on devait faire le Vendée Globe, le départ, etc. Donc on essaie de trouver. Et puis après, on essaie de trouver d'autres systèmes. On va faire des challenges au niveau de l'entreprise. On a fait un petit concours de baby-foot au siège. On a mélangé les services hommes-femmes, etc. Et puis les vainqueurs du concours de baby-foot, on avait loué un baby-foot en fait. Et tous les midis, ils étaient sous mon bureau. Je ne pouvais même plus bosser entre midi et deux à faire leur concours. Et puis les vainqueurs sont venus avec Yannick faire le tour, visiter l'aquarium ici à La Rochelle. Et tout ça, je trouve que ça donne aussi du sens de la relation humaine au sein de l'entreprise. Et moi, je passe suffisamment de temps. La victoire de Yannick, c'est un peu la leur. Ils se la sont appropriés, ils ont joué le jeu, ils ont suivi, ils étaient derrière. On avait, en fait, pour pouvoir aussi mettre un peu plus de dynamisme encore, on a fait le Virtual Regatta. Donc on avait plus de 200 équipes entre 3 et 5 personnes inscrites. Et vous avez terminé combien? Alors moi perso j'ai pas fait parce que ce que j'ai dit c'est comme j'ai Yannick au téléphone, ma femme me dit déjà appeler un homme comme ça aussi souvent c'est pas normal. Le métier quand même de chef d'entreprise, plus le Vendée Globe à suivre. Si en plus j'avais fait le Virtual Regatta, je pense que là elle m'aurait donné ma valise et c'était pas le but. Merci Christophe. J'ai une dernière question parce que vous êtes Vendéen et on vous respecte, on vous remercie d'avoir fait gagner et d'avoir accompagné Yannick, mais vous savez qu'il y a quand même une petite concurrence de territoire. On en parlait à l'instant. Est-ce que c'est pas compliqué justement d'être le Vendéen qui a son chantier à La Rochelle et vous savez qu'il y a un projet de pôle de développement? Est-ce que demain vous feriez partie des gens qui peuvent être intéressés justement pour voir se développer un chantier autour de Bestaven ou un centre de formation? En gros, est-ce que vous vous inscrivez dans la durée avec ce partenaire en tant que partenaire? C'était une forme déguisée pour me demander si il m'a dit si tu peux glisser un mot, ça m'arrange. C'était la dernière question. Alors je vais vous répondre, je suis breton d'origine en plus. Bon, alors, donc avec Port-Laf, je sais pas. Non mais l'objectif pour nous, ça fait quand même le 5e Vendée Globe sur lequel on est inscrit avec l'entreprise, donc de façon plus significative depuis 3 ans. Enfin, depuis 3 éditions, pardon. L'objectif pour nous, c'est pas d'arrêter comme ça. Il faut qu'on définisse un projet qui soit en accord avec les moyens de l'entreprise, avec les ambitions du skipper. Donc ça, c'est ce qu'on a prévu de faire avec Yannick depuis qu'il est arrivé là. Ça veut dire que si Yannick repart dans 4 ans, vous le suivrez ou la question est en suspens parce que vous pourriez miser sur un autre cheval? Non, ce que l'on avait dit avec Jérémy à l'époque, c'est que Jérémy avait un projet qui était beaucoup plus ambitieux que ce que l'on avait. Nous, on souhaitait faire des investissements sur la voile, mais pas que sur la voile, aussi en communication télé, en communication web, etc., en investissement au sein de l'entreprise, en formation de nos salariés. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'entreprise que je souhaite garder. Donc si Yannick me dit c'est un bateau neuf avec un budget, j'en sais rien, je vais vous donner un chiffre, ne le prenez pas pour argent comptant, mais de 20 millions pour faire le prochain Vendée Globe, effectivement je serai obligé de dire à Yannick va chercher un autre sponsor parce que je ne pourrais pas me permettre de faire ça. Ouais. Ok, on revient dans le vif du sujet, on le disait, c'est un sport mécanique même s'il est aujourd'hui de plus en plus respectueux de l'environnement, que c'est un très beau sport, mais effectivement les budgets ne sont absolument pas anodins. Merci, Catherine, c'est vous la maîtresse de cérémonie, merci Villoni, à Christophe. Merci à Christophe d'être là, merci aussi à vous Stéphane Vacchiani, je vais vous quitter. Oui, et nous on va rester ensemble, je préviens les gens de Sud-Ouest sur le réseau social et sur Facebook. Et je ne manquerai pas de lire le supplément Sud-Ouest de et nous, demain matin. Et comme on a bien bossé ensemble, on peut même dire aux gens qui nous ont suivis d'aller revoir ce que vous avez fait aujourd'hui avec France Bleu La Rochelle. Donc c'est évidemment en ligne sur votre site. Sur notre site francebleu.fr. Très bien, merci à Christophe et on le félicite encore. Merci, et il est le partenaire du bateau vainqueur. Moi j'ai Thomas qui va nous rejoindre, Thomas Mankowski. Et après je vais finir ma conversation. On va y arriver avec Laurent Darol parce qu'on a plein de bonnes nouvelles à partager. Thomas, vous allez venir ici s'il vous plaît sur ce micro et je peux même accueillir Laurent en même temps. Ça sera très bien. Voilà.
et on va se remettre en position directe. Je remercie tous les gens qui nous suivent sur les Facebook Live. On les partage avec pas mal de monde aujourd'hui. Si nos amis de l'équipe que je salue encore sont toujours là, on les remercie pour leur assistance et tout ce qu'on a fait ensemble, que ce soit Anne, Eric, et puis tous les amis qui ont défilé, de Romain Sazi à Yves Parlier. Franchement, c'était un moment assez magique. Venez, Laurent Darold, il y a un micro pour vous. On va être vraiment ravis de partager ensemble ce moment sur l'avenir, sur le développement du pôle. Moi, j'ai une question, Thomas Mankowski, on ne va pas se vous voyez, on est confrères sud-ouest, on se tutoie, Thomas. Demain, 8 pages spéciales, je crois même qu'on va voir la une. C'est une une qui est volontairement historique, donc elle n'illustre pas l'arrivée aujourd'hui de Yannick à La Rochelle. C'est un choix que vous assumez en tant que responsable de la rédaction. D'ailleurs, on salue Pierre-Emmanuel Charpentier, qui est le directeur départemental de Sud-Ouest, qui est absent aujourd'hui. Pourquoi ce choix et pourquoi ce supplément ? Un marin exceptionnel, numéro exceptionnel, et on a souhaité avoir un supplément intemporel qui permette d'accompagner dans le temps l'exploit qu'a réalisé Yannick Bestaven, qui est très marquant et qui est réclamé, voilà, qu'on fasse quelque chose hors norme pour marquer l'événement. Alors, hors norme, 8 pages, c'est déjà extraordinaire. On parle de quoi et qu'est-ce qu'on garde comme élément pour ce supplément ? Alors, dans ce supplément, on retrace l'émotion qui nous a parcouru tout le temps de la course. On s'est aussi tourné vers les personnes qui accompagnent Yannick pour qu'ils nous racontent, eux, leur expérience. On a retracé le parcours aussi de Yannick depuis près de 20 ans. On a fait parler Yves Parlier aussi, qui nous raconte l'homme qu'il connaît et qui partage une admiration réciproque. Des Rochelais aussi, qui racontent l'émotion qu'ils ont ressentie en découvrant ce Vendée Globe. Beaucoup de choses dans ce supplément. On donne rendez-vous, Thomas, merci. On vous rend d'ailleurs à ce travail de la rédaction parce qu'il y a des pages très spéciales et en grand nombre demain. Il y a Patrick Favier, le spécialiste voile qui est là. On avait Philippe Barou, notre spécialiste affaires nautiques ici. Il y a combien de pages spéciales demain ? Alors demain, il y aura 4 pages spéciales en plus du supplément. Bon, il est dans la surenchère, donc on est sur 12 pages sur Bestaven. C'est effectivement historique, hein, c'est des choses qu'on fait rarement dans les journaux et on vous laisse aller boucler, comme on dit dans le jargon, le journal. Thomas, merci d'être venu sur ce plateau Sud-Ouest avec nos amis tout à l'heure de France Bleu. Laurent, ça a été très décousu, mais je suis ravi parce que franchement, je ne pensais pas qu'on entendrait autant parler aujourd'hui de nautisme, de construction navale. J'ai même entendu un élu et non des moindres regretter qu'il n'y ait plus de grands chantiers et citer la maison Penta. Est-ce que ça veut dire que demain, s'il y a une dynamique, on peut séduire des entrepreneurs qui viennent s'installer ? Oui, c'est l'objectif. Je pense qu'un pôle de course au large, évidemment, il y a tout le volet sportif, formation dont vous avez parlé, qui tient très, très fort au cœur de Yannick. Et puis, il y a le volet que nous, on va chercher à développer à travers ce projet, c'est le volet économique. Les entreprises de course au large, que sont les écuries de course type IMOCA, sont déjà des vraies entreprises. Et puis après, il y a tout le volet des entreprises, des sous-traitants, des équipementiers et des chantiers qui travaillent dans ce milieu. Et aujourd'hui, on a déjà, on en a parlé tout à l'heure, on a déjà des entreprises très pertinentes dans ce domaine, dont celle évidemment d'Yannick avec Watensi, mais pas que. Et il y a, je pense, un vrai potentiel d'attirer à La Rochelle un certain nombre d'industriels, un certain nombre de nouvelles pépites et de création d'entreprises très orientées vers la course et très orientées vers le nec plus ultra de ce qu'on peut faire dans le nautisme. Laurent, on sait qu'il y a une pression immobilière à La Rochelle qui est escalée, puisqu'on est, vous avez cette chance de ceux qui sont rochelais de vivre sur un territoire qui attire les populations, et donc voilà, on n'est pas franchement avec des friches. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même un besoin, et le maire en parlait tout à l'heure, c'est de trouver des espaces pour construire du bâtiment, pour accueillir ces entreprises, ou est-ce que la question elle n'est pas là et qu'on a ce qu'il faut ? C'est une partie de la question. Il y a une partie portuaire, c'est-à-dire qu'il faut absolument des installations maritimes, des pontons. Mais bon, aujourd'hui, on a une vision assez claire de ce qui peut être fait au port de pêche. Et puis, il y a aussi effectivement besoin de foncier. À La Rochelle, on a la chance d'avoir une activité extrêmement dynamique dans la plaisance et dans le nautisme et dans le naval. Mais la conséquence de ça, c'est que les terrains potentiellement boraqués qui permettent des activités directement liés à la mer, alors pas de construire des bateaux qu'on peut transporter sur la route, mais des bateaux soit qu'on ne peut pas transporter sur la route, soit des travaux qui nécessitent des allers-retours à l'eau comme les bateaux de course. Eh bien, le foncier aujourd'hui n'est plus disponible. Le plateau nautique qu'on a juste à côté de nous est totalement saturé, faut être très clair. Et donc Yannick a pu y trouver une place, c'est magique, mais il n'y en a pas d'autres. Donc si on veut accueillir d'autres entreprises, d'autres écuries, eh bien il faut développer un autre pôle, il n'y a pas le choix.
Alors, donc, le pôle, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va démarrer, en tout cas, on va se le souhaiter. Vous, en tant que chef d'entreprise, représentant du cluster, vous avez aussi une image régionale. Est-ce qu'aujourd'hui, cette victoire de Bestaven, qui éclaire La Rochelle, et on est ravis modestement d'y participer, est-ce qu'elle est en train de remettre La Rochelle à sa bonne place, ou est-ce qu'on a encore, entre guillemets, une concurrence régionale ? Alors, à l'intérieur de la région, le cluster... s'il en est, démontre qu'on est maintenant capable de travailler ensemble. En fait, le cluster est né à La Rochelle, c'est très clair, mais aujourd'hui, il fédère vraiment l'ensemble des entreprises du nautisme et du naval dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. On parlait du bassin d'Arcachon, Yves Parlier fait partie du cluster, la Multi, qui est donc un chantier de construction de la Loue, et en même temps une écurie de course au large dans le Médoc, fait partie du cluster. Fabienne... sa femme a été en fait présidente du cluster actuellement. Enfin, on a 3 coprésidences, on est 3 coprésidents. Je veux dire, ce cluster rassemble les gens réellement. Enfin, moi, c'est une des grandes satisfactions de ce cluster. Il rassemble vraiment les entreprises de la région, et y compris dans la course au large. C'est-à-dire que l'étude qu'on a menée avec la CDA de La Rochelle toute l'année 2020 a été très fédératrice pour rassembler l'ensemble des acteurs de la course autour de ce projet. C'est à La Rochelle parce que c'est effectivement, enfin Jean-François n'a pas tort, c'est quand même un peu le bassin le meilleur, le plus approprié pour développer ce pôle. Et quand il le dit, on a du mal à penser qu'il est objectif, mais je vous laisse forcément. Moi, vous allez dire que je ne suis pas forcément non plus, je suis installé à La Rochelle, mais objectivement, sur la façade atlantique, enfin, sur l'ensemble de la façade de l'Aquitaine, La Rochelle est quand même largement devant sur toute la partie nautisme et naval. Ok, on va conclure, on va libérer en plus l'audience, mais je vous garde pour une dernière question. On va se donner une date. J'aimerais bien, en tout cas, Laurent Daroll, qu'est-ce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qui pourrait prouver qu'aujourd'hui, on a vraiment mis la première pierre grâce à cette victoire qu'on salue tous encore, et on le félicite, de Yannick Bestaven, de son partenaire Maître Coq et de tous ceux qui l'ont soutenu. Qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme échéance pour dire oui, ça y est, on a vraiment quelque chose et il y a une dynamique qui est partie? Ça serait quoi le signe fort? Alors, il y a des sujets qui seront plus longs que d'autres. Jean-François parlait tout à l'heure de quelques au moins 2 ou 3 ans pour mettre un ponton, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que d'ici 6 mois, les choix soient actés et qu'on puisse quasiment faire des propositions à des écuries qui vont se reconstituer. Alors, le pôle de course au large qu'on imagine est assez orienté vers les IMOCA, et les IMOCA sont très orientés vers le Vendée Globe, il faut être très clair, avec une saisonnalité, un rythme qui est tous les 4 ans. Mais le projet de dans 4 ans, il se prépare maintenant, en fait. Et donc, il faut qu'on soit assez rapide pour proposer d'ici 6 mois un vrai projet sérieux, construit, et qui attire des écuries à venir ici à La Rochelle. Eh bien, on va se donner rendez-vous. Merci Laurent Daroll, vous avez été d'une patience incroyable, c'était juste génial. Je vous salue vraiment pour ça et je vous remercie. Je vais remercier tous les gens qui nous ont suivis, tous ceux qui ont permis de faire cette opération aujourd'hui spéciale Sud-Ouest TV7. Remercier évidemment InProd pour la qualité des images qu'on a pu avoir et de tous les partenaires de notre ami Bestaven et de Maître Coq. Je salue, il est encore là, son coach mental à qui on fait un petit coucou, je le vois via la visio. Merci à Anne du team qui a été vraiment très présente et puis tous ceux qui sont intervenus. On a juste un regret, mais on va le retrouver, je suis sûr, dans les pages de Sud-Ouest et en visio rapidement. On a perdu Arnaud Boissière, Dick Cali, l'Arcachonnais. Je rassure tous ses copains d'Arcachon, on ne l'a pas perdu totalement. Je pense qu'on va le retrouver rapidement. Merci à toutes, merci à tous, et on est ravis de vous avoir fait vivre ce grand moment en numérique, moment historique, la victoire de Bestaven, fêtée ici à l'arrivée à La Rochelle et le retour de son bateau. Très bonne soirée.